Hey, salut tout le monde! Merci encore d'écouter le troisième épisode là, du podcast des chômeurs. Là, justement, je suis en train de regretter mon titre un peu parce que je recommence à travailler, moi, lundi prochain. En fait, au moment où vous écoutez ça, probablement que je suis au boulot. Fait que c'est ça. C'était juste pour plugger ça. Là. Je sais pas trop comment le podcast des chômeurs, là, je suis plus chômeur, en tout cas. Fait que, donc c'est ça. Mais sinon, c'est ça. Cette semaine, on a reçu Rodrigue Turgeon. Qui est co-porte-parole là, présentement pour le comité là, citoyen de la protection de l'Esquerre d'Amos. Donc, c'est ça. On a parlé surtout de la saga de Sayona Mining, des audiences publiques là, qui vont probablement avoir lieu en 2020 ou 2021. Tout dépend là, à cause du coronavirus à quelle distance ça va être reporté. Mais non, c'est ça. Fait qu'on a parlé de tout ça. On a parlé aussi de la protection là, des caribous, de la harde de caribous de Val-d'Or. Et on a parlé, là, c'est ça, j'ai un nouveau segment dans l'émission qui s'appelle Explique ton gramme. Donc, c'est ça, là, je sors 2-3 photos de son Instagram, puis je lui demande de donner un petit peu plus de contexte là, par rapport à ça. Donc, c'est ça, on a parlé pendant environ 2 heures là, de tout ça. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Enjoy! Hey, salut Rodrigue! Merci de venir prendre une bière avec moi en ce mardi soir. La troisième épisode du podcast des chômeurs. Yes. C'est ça, je te remercie de venir prendre une petite bière avec moi. Dans le fond, c'est ça, c'est pas vraiment compliqué. On jase un peu j'aimerais ça jaser surtout de la saga de Sayona Mining, puis après ça et tout, un peu des caribous de Val-d'Or. Là. Je sais que tu es impliqué un peu dans les deux projets. Fait que c'est ça, peut-être pour starter, j'aimerais ça peut-être que tu expliques un peu t'es qui, puis c'est quoi exactement le rôle que tu occupes présentement au sein du comité là, de la protection. Parce que présentement, tu es co-porte-parole du comité de la protection de l'Esquerre. Mais j'aimerais ça un peu que tu expliques comment tu en es venu à ça. Puis je pense qu'on va starter de même. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais me faire un petit verre de bière du prospecteur. OK, parfait. Premièrement, merci beaucoup, mon gars, pour l'invitation. C'est le fun. C'est ça, d'avoir l'occasion d'échanger sur ces enjeux-là, mais juste de parler entre amis de ma soif pour vraiment, là, juste se jaser ça. Moi, c'est ça, je suis né à Amos à la base. Puis, vraiment, je pense que depuis mon plus jeune âge, j'étais vraiment très proche de la nature, là, si on peut dire. Là. Puis on le connaît tous d'ailleurs. Mais je me suis toujours vraiment senti bien dans le bois, si on peut dire. Mais il y a une affaire, par contre, c'est que j'ai toujours été très fier de la qualité de notre eau à Amos. Là. Comme tout Amosois, je pense que c'est une des choses dont on est le plus fier. Ouais. Moi, notre famille est pas mal toute à Montréal. Là. Mes deux parents viennent de Montréal. Puis, depuis que je suis jeune, j'arrêtais pas de me vanter, en fait, à mes cousins et cousines, à quel point qu'on avait une meilleure eau que l'autre à Montréal. Ouais, c'est ça. Nous autres, elle goûte pas le chlore. C'est ça, on l'a tout dit, ça. Ouais, c'est ça. Là, il y a eu un jour où, en revenant des études, parce que j'ai fait un bac en droit à l'Université de Sherbrooke, puis aussi, je complète une maîtrise en biologie à l'Université de Sherbrooke aussi. Où, en lisant le journal, là, une amie d'Amos aussi me souligne ça, là, comme hey, c'est drôle, ils veulent ouvrir une mine à la Motte, mais l'article faisait juste mention de tout ça, mais on n'avait pas plus d'infos, puis on n'avait pas vraiment entendu parler de cette mine-là. Mais c'est surtout parce qu'il disait que l'eau était tellement pure à ce point-là que, autrement dit, il n'y aurait pas de besoin de la traiter pour l'utiliser dans les différents procédés. Dans les procédés de la mine, là, parce qu'ils ont besoin d'eau à tout moment dans une mine. Là, c'est ça, pour, par exemple, extraire le minerai. Puis, c'est ça. Là, moi, je trouvais ça curieux. Premièrement, je ne suis pas expert en question de procédés miniers. Là. Je peux utiliser un génie minier, mais je trouvais ça, ça m'a juste levé un flag parce que je connaissais pas mal les limites de l'Esquerre Saint-Mathieu-Berry, en fait, duquel on puise l'eau d'Amos, mais aussi l'eau de la compagnie d'eau Escom. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, dans le fond, j'ai
j'ai comme eu un doute en tête. Fait, avec un ami à mon ancien job, on a juste été sur Google Maps, dans le fond, puis on a pris la carte des claims de la mine avec la localisation du trou, là, si tu veux, de la fosse. OK. Puis on l'a superposé avec les limites de l'escale. Puis c'était juste nous-mêmes. Là. C'était Google Maps, ben redneck. Ouais, c'est ça. Ben, c'est quasiment niaiseux. Tu prends les deux maps et tu les superposes carré une sur l'autre. Exact. On s'est rendu compte que c'était vraiment étonnamment très près. OK. Je commençais à m'intéresser, peut-être plus fouiller le dossier en profondeur. Puis c'est à ce moment-là vraiment que je me suis plus plongé dans l'univers du droit minier là, puis environnemental pour savoir, autrement dit, comment tu fais pour ouvrir une mine. Puis c'est quoi comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu parler. Tu sais. OK. Fait que, j'ai monté un dossier, une vingtaine de pages là, quand même, puis que j'ai simplement soumis à un journaliste en Abitibi. Là, on est au mois de janvier 2018. Là, OK. Ça fait comme 2 ans de ça. OK. Puis, le journaliste trouve ça intéressant. Puis, on a une entrevue sur le sujet, puis c'est là que ça a commencé finalement. C'est que la région apprenait qu'il y avait un projet de mine assez avancé. Ouais. Qui serait très près de l'escale en question. Fait, OK. personne... Mais justement, c'est quoi un peu le procédé pour partir une mine, si on veut? Eux autres, ils étaient rendus à peu près où dans le projet? Là, Bonne question. Bien, pour résumer ça, là, vraiment, c'est que, dans le fond, tout est une question de tonnage. Là. À quel point que ton extraction quotidienne par jour de roche de minerai va être importante. Okay. Comment tu vas enlever de minerais de la terre. Puis, exact. Okay. À un certain niveau, là, un certain seuil d'extraction, tu as plus d'obligations environnementales en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, mais également en vertu de la loi sur les mines. Autrement dit, c'est que les grosses mines, si on veut dire, doivent être plus... dans le fond, le processus de consultation qu'ils vont mener est plus exigeant, si on peut dire. Plus rigoureux, puis par j'imagine, des firmes plus indépendantes que leur propre analyse à eux qui peuvent être biaisées. C'est en plein ça. Puis, dans le cas qui nous occupait, en fait, on était avec une compagnie minière qui prétendait, là, le terme est important, on reviendra plus tard, mais qui disait qu'elle était en dessous de cette limite-là. C'est un peu pour ça qu'on n'avait pas entendu parler. Autrement dit, c'est que le processus se faisait un peu dans l'ombre parce qu'il n'était pas soumis à des règles environnementales qui obligeaient, dans le fond, à divulguer l'information de manière indépendante. Justement, le terme était bien choisi tantôt. Donc, autrement dit, c'est que la limite est à 2000 tonnes par jour. La compagnie Sayona Mining a prétendu qu'il allait l'augmenter, en fait, leur tonnage allait être à 1900 tonnes. Fait qu'on était juste en dessous, là, juste pour dire, nous autres, on devrait être autour de tout ça. Puis, mais un moment donné, exemple, là, si toi, tu ne te rends pas compte de cette histoire-là, puis qu'à peu près, je sais pas moi, 1 an, 2 ans plus tard, ben là, y a-tu du monde qui régit ça, qui disent, bon, ben là, ils sont à 2500, fait qu'à cette heure-là, on fait un bat, mais là, peut-être qu'il aurait été trop tard pour le SCAR, on ne sait pas. On ne sait pas s'il n'y a pas d'études avant, c'est dur, après coup, c'est dur de revenir en arrière. Mais en fait, c'est complètement impossible. Mais est-ce qu'un peu plus tard, exemple, dans leur exploitation, ils auraient pu dire, ben garde, là, à cette heure, on est rendu à 2500, ou tu commences ta mine, tu as le droit à peu près jusqu'à ce seuil-là de dire, bon, ben on a fait nos études, ça ne devrait pas endommager rien. Mais tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que plus tard dans le processus, il y aurait eu cette recherche-là qui aurait été faite? Parce que c'est inquiétant, pareil. Toi, tu t'en es rendu compte en superposant des cartes, mais sinon, la mine serait quasiment en activité en ce moment. Oui. Bien, très bonne question. Puis honnêtement, si je me replace à l'époque, je n'avais pas toutes les réponses. Oui, non, c'est ça. C'est un peu dans cet esprit-là aussi qu'en parlant avec des amis, des collègues, du monde autour de nous autres, on a décidé, en fait, que ça pourrait être intéressant de se fonder un comité citoyen. Puis c'est de là que ça part, le comité citoyen de protection de l'esclave. Pourquoi protection de l'esclave? Mais c'est à la base en lien avec ce projet-là. Oui, c'est ça. On sait que l'esclave n'est pas juste menacé par Sayona Mining. Là, il y a plein d'autres activités, puis on pourra peut-être en revenir plus tard, mais à la base, notre but, c'était d'assurer un peu
veille vigilante là, de la Ouais, régie sur cet enjeu-là. Mais c'est la ça. question que tu soulèves, je peux y répondre au niveau juridique, mais la population à l'époque, elle, ce qui lui importait, c'était vraiment d'avoir en fait des études, en fait un regard indépendant justement, mais Ouais, surtout que les consultations ne soient pas menées par le promoteur, par la compagnie elle-même. ouais, c'est ça, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a comme une petite. Ça joue à deux niveaux, OK. l'indépendance, qu'on peut dire, la consultation des personnes, mais Ouais, également les études environnementales qui vont être réalisées. Nous, OK. ce qu'on disait, c'est qu'il faut que ça soit indépendant aux deux niveaux. Ouais, Euh, Autrement dit, c'est de dire il faut absolument que les questions qui soient posées par la population ne soient pas directement, en fait, ne passent pas directement au promoteur, parce que si c'est le cas, il pourrait décider de un peu jongler avec les réponses puis nous répondre simplement sur ce qu'il ouais, désire bien. Nous, ouais, on c'est ça. souhaitait qu'il y ait une instance indépendante entre le citoyen, la population, puis la Ouais. compagnie. Ça, heureusement, au Québec, on est une des seules juridictions, une des seuls États dans Mhm. le monde qui a une telle instance qui s'appelle le Bureau d'audience publique en environnement. Quand OK. je vous parlais tantôt de la limite là, de 2000 tonnes, c'est là que ça fait toute la différence. Parce qu'à partir que tu es à 2000 tonnes et plus, tu passes automatiquement au BAF. OK. OK. Dans le fond, nous, ce qu'on revendiquait, c'est de dire, OK, la compagnie a dit qu'elle est juste en dessous. Mais nous, même si elle dit qu'elle est juste en dessous, on veut que ça passe quand même au BAP. Autrement Ouais. dit, on voulait assujettir un projet qui ne passait pas au BAP. Ouais. OK, c'est ça. À notre sens, ça a été vraiment important parce que de deux choses l'une, en passant au BAP, la compagnie était obligée de refaire ses évaluations environnementales, ses études environnementales de OK. manière beaucoup plus rigoureuse. Fait que nous, à notre OK. sens, ça avait plus d'allure aussi que la compagnie passe devant le BAP pour ne serait-ce que des questions purement scientifiques. Parce Ouais, qu'on se c'est ça. disait, si on va devant le BAP, les études vont être plus rigoureuses. Ouais. Cependant, ça c'est important de souligner, même si un projet minier passe devant le BAP, les études en tant que telles ne sont pas indépendantes du promoteur. C'est le promoteur lui-même qui paie des OK. ingénieurs pour faire la job. Autrement dit, OK. ce n'est pas une partie indépendante comme l'État Ouais. qui va faire des études et qui vont voir. C'est OK. vraiment la compagnie qui, si on peut dire, Qui assume les frais de tout ça. Puis là, on exact. se fie sur le. Je veux dire, les citoyens ou la population se fie sur le fait que c'est un ingénieur, puis qui est, tu sais, mettons, c'est une personne de confiance, qui est peut-être pas nécessairement dans la compagnie, mais tu sais, on se fie au fait mais il reste que lui est payé par la compagnie. Tu sais. En soi, que ça soit payé par la compagnie, c'est vrai que c'est un bon indice, mais Ouais, nous, on n'était pas contre que ce soit la compagnie qui paie pour pas que ce ouais. soit la population nécessairement qui le fasse. Mais OK. on ne souhaitait pas que le lien d'emploi, si tu veux dire, là, Ouais. on peut résumer ça, relève directement du promoteur. Autrement dit, OK. que le chèque ne vienne pas de la compagnie directement. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est Ouais. que les compagnies minières donnent l'argent au gouvernement, puis le gouvernement donne le chèque aux Ouais. ingénieurs. C'est ça. Ça rajoute un autre degré de protection sur C'est la ça. fiabilité des informations, mais on ne met pas en doute que tous les ingénieurs sont des professionnels puis qui ont un Ouais. serment d'office, puis toutes C'est ces ça. questions-là déontologiques, on comprend, Ouais, c'est ça. mais à notre sens, dire, ça prend toujours plus qu'une étude Ouais. pharmaceutique, médicale pour mettre en marché un produit, Mhm. un médicament. Pourquoi c'est pas la même chose avec le domaine de l'environnement? C'est ça. C'est ça. Autrement dit, si tu veux, est-ce qu'on serait game de donner à nos enfants des vaccins contre la COVID-19 qui ne seraient pas testés 2 fois? Ouais. Moi, personnellement, non. Ouais, Surtout c'est que les ça. enfants ne sont pas à risque, là, on va se le Ouais, dire. c'est ça. Mais C'est ça. pour n'importe quelle autre maladie, je pense que Ouais, c'est la c'est même chose. C'est la même chose. scientifiquement, c'est Puis ça. Ouais. moi, ce que je trouve un peu, puis on a jasé un peu, là, puis ce que je trouvais important et tout à souligner à travers tout ça, c'est que, tu sais, ou à faire remarquer un peu au monde qui nous écoute, c'est que c'est pas parce que ça passe au BAP que la mine, elle ne sera pas en exploitation un jour. C'est juste faire sûr que notre eau ne sera pas affectée, puis que la qualité de l'esquerre en souffrira pas
dans les futures années. Fait que, ça veut pas dire... Si on passe au BAP, si, mettons, le projet passe au BAP, puis éventuellement, je pense que c'est peut-être ça qui va arriver, là, si on avance dans le temps un peu, mais ça veut pas dire que s'il passe au BAP, le projet est invalide. C'est juste que c'est une protection de plus, puis au final, c'était juste ça que vous demandiez. Là, c'est sûr que pour la compagnie, elle, de son bord, elle se dit « Ouais, mais là, c'est des coûts, c'est du temps, puis le temps, là, tu sais, s'il n'y avait pas eu un peu cette interruption-là dans le projet, probablement que la mine serait en activité aujourd'hui. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ça retarde leur projet pour les investisseurs. Puis tout, c'est normal, c'est des pressions de leur côté aussi. Fait que c'est ça, je voulais juste préciser ça. Puis aujourd'hui, sinon, d'un autre côté, ça en est rendu où? Puis à travers tout ça, je sais qu'il y a eu beaucoup de faits saillants là, dans toute cette saga-là. Puis il y a eu un peu je me souviens, entre autres, là, qu'il y avait un petit peu caché le fait que finalement, ça allait être en deçà, pas en deçà, pardon, au-dessus du seuil de 2000 tonnes par jour qui était le seuil pour le BAP. Fait que ça a été découvert un peu par après, puis tout ça. Mais si tu peux faire un petit recap, puis après ça, aujourd'hui, ça en est rendu où, ce projet-là? Bien, super. Puis, comme tu l'as dit, tout a déboulé très vite. Puis, je dois le dire, c'est ce qui est. En fait, je ne veux pas te répéter, mais c'est vraiment ça. On ne s'est jamais prononcé contre la mine. On s'est toujours pas prononcé pour ou contre la mine aujourd'hui, au mois d'avril 2020. On attendait d'avoir les études environnementales. C'est ça. Et dans le fond, que le processus aille devant le BAP. Mais à l'époque, je vais faire un résumé bien simple, la loi avait été modifiée pour permettre, en fait, au ministre de l'Environnement de décider lui-même que les projets qui disent qu'ils sont juste en dessous de la limite, les passer quand même au BAP. Nous, ce qu'on disait au ministre, c'est utilise donc ton pouvoir discrétionnaire pour soumettre le projet au BAP. Fait que pour le convaincre, on est allé chercher plein d'appuis. On a fait circuler une pétition, 33 000 personnes ont signé. Il y avait 70 artistes, dont plusieurs de la région. Je pense, là, mais tous les partis politiques aux élections provinciales étaient en faveur d'un BAP de toutes les circonscriptions de la région. C'est ça. Et unanime que ce projet-là devait aller au BAP. On n'était pas pour ou contre le BAP, on était pour un BAP. On n'était pas pour ou contre la mine, on était pour un BAP. Désolé. Et là, finalement, le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, le ministre de la CAQ, n'a jamais voulu se prononcer pour le BAP. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une demande d'accès à l'information, somme toute assez simple. Ce qu'on a dit, c'est au ministre de l'Environnement, donne-nous tous les documents que Sayona Mining t'a donnés. On va les analyser. On les a analysés, puis on s'est rendu compte, effectivement, comme tu l'as dit, que la compagnie dépassait la limite des 2000 tonnes. OK. Quand on s'est rendu compte de ça... C'est à quelle date, ça, à peu près, pour nous situer dans le temps, environ? Pour nous situer dans le temps, en fait, c'était après que la compagnie ait déposé sa demande de permis, puis ça, c'était au mois de novembre 2018. OK. Fait qu'on était... Ça a l'air loin, là, mais ça fait 1 an et 4 mois. C'est ça, c'est ça. Puis nous, le lendemain, on a demandé une demande d'accès à l'information. Quand on a reçu ça 2 mois plus tard, on l'a analysé puis on s'est rendu compte qu'il dépassait. La question de dire au ministre « tu devrais passer au BAP ou pas », elle ne se posait plus, c'était obligatoire. C'est ça. On lui a dit « c'est là, ils sont obligés de passer, fait que vas-y ». Il n'a pas voulu le faire, fait qu'on lui a envoyé une mise en demeure par nos avocats là, spécialisés en environnement. Et on a dit, on te donne 10 jours pour le soumettre au BAP. 8 jours plus tard, il a dit, OK, c'est beau, vous avez gagné. Fait que, il a dit, le projet va passer au BAP. Ah ouais, c'est une belle réalisation, pareil. C'est une belle réalisation dans le sens, je veux dire... Ça prouve raison, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ça prouve que vous aviez raison. Puis que, tu sais, je veux dire, 33 000 signatures, vous n'étiez pas les seuls, là. Tu sais, il y a tout le monde en Abitibi. Je me souviens, à l'époque, c'était dans journaux, puis tout, puis on suivait ça, puis il y avait des groupes sur Facebook, puis ça circulait vraiment beaucoup. Puis tout le monde était... Il y avait un consensus, là. Il y avait un consensus clair. C'est sûr qu'il y avait du monde qui était un peu contre le fait que ça passe au BAP, puis tout ça, entre autres pour accélérer la création d'emplois. Mais là, moi, dans ma tête, à ce moment-là, je me disais, écoute, moi, je connais rien là-dedans. Je suis pas un...
je fais attention, là, je fais du recyclage, du compostage, mais je ne suis pas un gros tripeux d'environnement à la base. Mais je me dis, puis comme je t'avais déjà dit, puis je ne sais pas si tu te souviens, je me dis, ben moi, j'aime mieux de l'eau claire que de l'eau noire. Fait que si ça prend du monde qui check ça, puis que toi, de ton humble avis, que toi, tu as checké les affaires, tu te dis, qu'est-ce que ça me semble, c'est pas legit tout ça, ou ben moi, avec du recul, je fais confiance à ces boys-là, puis au final, ben pour se rendre compte, comme tu dis, une couple d'années, une couple de mois plus tard, que finalement, il y avait des mensonges à travers leur tonnage. Ben, je trouve ça. Je sais qu'il y avait. Pour wrap up un peu mon idée, là, il y avait deux camps. Puis moi, j'ai toujours été de me rallier au camp que je faisais confiance par le fait qu'ils ont checké leurs affaires, puis c'est pas que l'argent. Parce qu'à un moment donné, il faut sortir un peu de ce trip-là de money, 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 puis à un moment donné, il faut peut-être s'arrêter. Puis on en a des mines, puis on en a des jobs. Là. C'est peut-être pas le temps de virer fou puis rouvrir la valve, puis on peut peut-être mettre la pédale douce, puis ça va faire la même affaire. Ouais. C'était vraiment ça le contexte à l'époque. C'est sûr, on s'entend que ça a vraiment changé dernièrement avec la pandémie, puis l'arrêt décrété de toutes les opérations minières au Québec. Ouais. Là, ça reprend. Au moment qu'on enregistre, on est à la veille de la reprise minière. C'est ça. Au moment que ça va passer en ondes, sûrement que ça va déjà être le cas, mais c'est juste pour dire qu'à l'époque, on était au plein emploi. Il y avait les mines cherchaient du monde. Oui, c'est ça. Au contraire, que offrait des. Ben, en fait. Il y avait plus de monde. On manquait de monde pour virer ces mines-là, puis on cherchait. Il y a des compagnies en ville ici. Là. J'ai quelques exemples en tête, là. Mais on a fait venir du monde de l'étranger pour travailler ici parce qu'on manquait de monde. Fait que c'était. Je veux dire, c'est pour ça que j'étais là. Pourquoi on ne prendrait pas la pédale douce? Puis il y a du monde que ça a sonné des cloches. Fait qu'à un moment donné, faut peut-être prendre une minute puis dire, regarde, si c'est ça que ça prend, c'est ça que ça prend. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis juste revenir un peu à l'historique, c'est quand la mise en demeure est arrivée puis que le gouvernement nous a accordé raison, si on peut dire, puis a décrété que le projet allait passer au BAP. La compagnie, sa réaction, ça a été quoi? C'est de dire, OK, ben tant qu'à passer au BAP, on va passer notre tonnage de 2000 tonnes à 2600 tonnes. Fait qu'autrement dit, on dit, tant qu'à y aller, on va y aller pour vrai. Fait que ça fait juste, à notre sens, montrer l'agenda caché, là, ce que la compagnie veut vraiment souhaiter. On s'entend que pour toute compagnie minière, plus tu es capable d'extraire ton minerai vite, plus tu es capable de rentabiliser ton investissement. Là. Si tu c'est ça. les années d'opération, ben, ça fait juste te rapporter plus d'argent. C'est ça. Plus d'argent par année. Mais bon, fait là, pour dire que la compagnie, en date à peu près 1 an, jour pour jour, l'an passé, a décidé de reprendre son processus d'évaluation environnementale. Ça a pris jusqu'au mois de janvier de cette année. Là, il y a 3 mois. Ils déposent leur dernière évaluation environnementale. Là, ils sont dans le processus du BAP. Fait que ça suit son cours. Cependant, les audiences étaient prévues peut-être pour la fin de l'été, début de l'automne. Mais là, tout a stallé là, au niveau du BAP pour les audiences publiques en environnement. Fait que ça décale ça aussi. Là. Ça va décaler. Fait qu'on verra peut-être à la fin de l'année, cette année, peut-être début 2021, les audiences. Ça, l'audience, c'est quoi, dans le fond, c'est quoi que ça représente? Parce que les autres, ils ont déposé leur plan environnemental, ou en tout cas le projet. Puis, mais une audience, si tu peux expliquer un peu, démystifier, c'est quoi le... Ben, écoute, puis je suis vraiment content qu'on se parle aujourd'hui pour ça, parce qu'on est rendu là, en fait, comme population, là, comme ville, comme région, c'est de se dire, on participe maintenant. T'sais, on a eu notre droit à la participation, il faut qu'on l'exerce à cette heure. Comment que ça se passe? C'est très simple. Je suis déjà allé au BAP pour d'autres projets. C'est juste de dire qu'est-ce que tu penses de ça. Tu n'as pas besoin d'être un expert en environnement ou en génie minier ou quoi que ce soit. Ce qui est vraiment le fun avec cette tribune-là, c'est que ça permet à tout le monde de se prononcer. Autrement dit, c'est des gens comme toi, comme moi, comme nos parents, comme nos amis. C'est ça. On va là, puis on peut arriver sans grosse préparation. On peut avoir marqué de quoi sur une feuille. On peut avoir 5 pages, 10 pages, 20 pages, autant que tu veux.
Tu peux même chanter une chanson. Tu peux OK. faire n'importe quelle expression que OK. tu peux. C'est un monologue ou c'est une conversation? Ouais, ça se passe à 2 niveaux. OK. C'est sûr qu'il faut que ça ait un lien avec le projet, mais Ouais, c'est clair. plus largement, tu peux venir dire qu'est-ce que toi, tu voudrais pour ta région. Tu peux venir dire, moi, l'escalade, c'est la priorité, on devrait tout protéger, on devrait faire un parc naturel autour. Tu peux dire, moi, ça ne me dérange pas, on va exploiter ça autant qu'on peut, puis les mines, c'est l'Abitibi. Tu dis n'importe quoi, tu n'es pas obligé d'être d'un camp ou dans l'autre. Il y a la première période où, par contre, on pose des questions à Sayona. Cette étape-là, tu arrives avec une feuille, une liste de questions. Et là, tu les envoies au BAP. Puis le BAP va poser les questions à la mine. Autrement dit, tu passes la POC au bureau d'audience publique. C'est lui qui repose les questions après. Ce que ça fait, c'est que les commissaires du BAP, eux, ils ont des pouvoirs spéciaux. Si le promoteur ne répond pas à la question, lui, il peut lui donner des amendes ou ça peut aller plus loin que ça. Mais c'est juste pour dire qu'on est sûr d'avoir une réponse à nos questions. C'est d'autant plus puissant comme véhicule que juste de poser directement, nous autres, des questions depuis nos ordinateurs où normalement, ça se fait là, parce que la compagnie n'est pas vraiment de tribune pour qu'on ait posé des questions leur roulotte à la motte. Là, mais dans le sens où c'est mieux qu'on puisse poser des questions à un fonctionnaire qui a des pouvoirs de contrainte que juste à la compagnie. Ça va permettre ça. Dans un premier temps, il va y avoir cet échange-là, si tu veux, la phase 1, si tu veux. Là, la phase 1. OK. Puis ça, excuse-moi, ça se produit en Abitibi, j'imagine? Là? Ils ne feront pas ça à Montréal, puis là, être obligé de charrier tout le monde. Là, moi, comme ça se fait toujours, c'est sur place où le projet devrait avoir lieu. On peut s'attendre à ce que ça soit en Abitibi, effectivement. J'ai l'impression que c'est à Amos. C'est la grosse ville la plus proche. Oui, c'est ça. Et dans le fond, pour la suite des choses, ça se pourrait, par contre, avec la pandémie, je ne sais pas, là, mais qui priorise des audiences de manière, comme si tu veux, informatique. Justement, par Zoom, la dernière fois que j'ai participé, c'était pour cette raison-là, mais ce n'est pas à cause de la pandémie, c'était juste à cause que, justement, j'étais trop loin de où les audiences se passaient. Ils ont dit, bon, on va le faire par visioconférence. Mais autrement dit, ça m'étonnerait qu'il y ait dans cette direction-là parce que le BAP a toujours priorisé les audiences en personne. Oui, c'est ça. OK. Puis à ce moment-là, je veux dire, la pandémie, en tout cas, selon moi, moi, je recommence à travailler, moi. Je te regarde pas. Mais, c'est ça. Fait que normalement, la pandémie devrait s'être résorbée à ce moment-là. Puis c'est à souhaiter que ce soit en personne. Ce serait ça qui serait le plus fun, puis le plus, le plus, le fun, je veux dire, tu t'en vas pas là pour, c'est pas un party, là, tu t'en vas là, puis c'est quand même assez sérieux, mais c'est ça qui dégagerait le plus d'engouement dans notre communauté. Oui. Puis c'est ça. Mais pour en revenir un peu, fait que la première phase, c'est donc la question que les commissaires posent. La deuxième phase, là, c'est les citoyens qui sont sur place. Oui, mais même la première, c'est les citoyens, en fait. C'est qu'on a été invités 2 fois à y aller. La première pour poser des questions qui sont transmises ensuite par le BAP. OK. La deuxième période que les citoyens sont invités à venir, c'est vraiment, en fait, aussi, c'est à ce moment-là qu'on va prendre position. On va entendre les gens dire je suis pour ou contre le projet. Autrement dit, c'est que ça donne l'occasion aux gens de poser des questions avant de se prononcer s'ils sont pour ou contre. Ça a bien du sens parce que moi, encore aujourd'hui, j'ai lu les évaluations, j'ai des questions à poser aux promoteurs. Certainement, je vais prendre ces réponses en considération avant de prendre position. Oui, c'est ça. C'est une approche logique. Non, ça fait du sens. Ça fait du sens. On est là pour faire avancer. On est là pour faire avancer les choses. Puis c'est tant mieux si on les réponses à nos questions, puis que c'est légitime, puis que, je veux dire, le but, c'est de faire avancer la région, puis dans le meilleur des sens, pour que tout le monde soit heureux, t'sais. Puis pas nécessairement pour construire un beau. As-tu un exemple d'une question? Peut-être que tu veux garder ça pour toi, là, mais as-tu un exemple de question que tu aimerais leur poser, que tu n'as à ce jour pas de réponse, puis qui te chicote un peu?
Je sais pas si tu as, peut-être une idée. Ben, écoute, c'est sûr que toute la question de la protection de l'escargue est très importante pour nous. Tu sais, c'est le nom Ouais. de notre comité à la base, mais ça va beaucoup au-delà de la question des, de l'escargue, parce qu'on se rend compte que cette compagnie-là, c'est une compagnie qui est en situation financière très difficile, là, honnêtement. C'est pas moi qui le dis, c'est Ouais. son action à la bourse, ça vaut même pas une scène. Tu sais, quand tu vaux pas une scène, tu vaux pas cher, on va se le dire. Ouais, c'est ça. Est-ce que cette compagnie-là elle a les reins assez solides pour monter une mine et tenir ça pendant 15 ans? Je pense pas. OK. L'autre question qui se pose, c'est est-ce que vraiment le minerai qui va être utilisé, là, qui va sortir de là à la fin, va rester en région? Autrement dit, est-ce qu'on va profiter de l'électrification des transports là, qui est alléguée, là, qui est promise par ce projet-là? C'est pas mal un peu la raison d'être du projet, c'est de dire on va utiliser le lithium pour sauver la planète, mais j'ai pas la preuve de ça. Là. C'est juste une promesse, mais qui n'est pas fondée, là, à mon sens. C'est en ce moment, ça. tant qu'on n'a pas la preuve que ce lithium-là va servir en région à développer des emplois. C'est ça. Tant qu'à sacrifier notre escale, on peut-tu le faire pour des bonnes raisons? Ça, c'est une question à poser aussi. OK, mais je trouve ça déjà bon, tu sais. Je veux dire, puis ça fait du sens là, d'essayer de savoir si oui, ça va-tu juste créer des emplois, puis est-ce que vous avez les reins justement assez solides pour supporter ça? Puis, tu sais, il y a moi, aussitôt que tu as dit ça, j'ai eu North American Lithium en tête, tu sais, qui n'est pas un exemple super génial pour les entrepreneurs ou les sous-traitants de cette mine-là en région. Il y en a qui ont perdu des millions de dollars par rapport à ça. Ça deux fois. Oui, c'est ça, 2 faillites back-à-back. Puis aussitôt que je pense à ce mine-là, j'ai tout le temps la même vision en tête un peu. Il y a un de mes chums qui a travaillé là. Lui, il est soudeur. Puis il soudait, puis lui, il travaillait pour un contracteur, mais il travaillait à ce mine-là. Puis c'est ça. Fait qu'il va travailler un bon matin. Puis, mettons, là, il rentre à la mine comme à tous les matins. Il s'en va travailler. Il s'en va dans la petite shop là, ou dans la petite cabane en avant. Là, le contremaître dispatche les gars. Il dit, bon, vous autres, vous allez là, vous autres, vous allez là. Puis il regarde mon chum Doyon, puis il dit, toi, puis de côté, vous allez à telle place, puis il faut que vous refassiez du piping. Puis, tu sais, vous portez pas attention à ça, mais il y a à peu près 4 pieds d'eau dans le sous-sol. Puis c'est là qu'il faut que tu passes pour aller souder. Tu sais. Comment ça, 4 pieds d'eau? Ben, le piping a rouvert, puis c'est ça. Tu sais, ça a rouvert, puis c'est de même. Fait que ça reste de même. Fait que là, mon doyon, il part avec son petit bonheur, puis il s'en va là. Puis là, il y a une grande salopette pour aller dans l'eau. Fait qu'il passe au travers. Il s'en va à pêche. Il s'en va à pêche. Il tire ses cossins pour aller ressouder le piping. Puis, il dit ça donnait cette journée-là qu'il y avait les investisseurs qui venaient faire un tour, mettons. Puis ça, là, on remonte à c'est l'été passé. Fait que là, on est présentement en avril 2020. Fait que c'est en juillet ou juin 2019. Puis, fait que là, c'est ça, les investisseurs étaient là. Puis, il dit, c'est un add-on, un complet add-on, là. Mais là, il arrive là, puis, tu sais, c'est la majorité des Asiatiques. Puis là, il arrive là, puis il était tout, habillé un peu avec le petit casse blanc, puis, tu sais, habillé quand même propre, puis tout. Puis ils font le tour de la mine. Puis, c'est ça a pris, tu sais, ils font le tour, puis là, le gars, je suis pas trop doyen, le gars, il lui dit, ben regarde en bas, il y a un piping qui a chié, puis il y a 4 pieds d'eau dans la cave. Fait que là, les investisseurs sont venus voir ça, mais eux autres, ils venaient faire le tour de leurs investissements pour finalement réaliser que, ouais, ben là, les pipings, tout est en train de péter. Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait comme un petit que ça s'annonce pas bien, puis finalement, c'est ça. Là, présentement, ça roule encore, cette mine-là? Ben, je te laisse finir ton histoire, je vais y arriver avec le punch après. OK. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était arrivé. Puis là, mon doyon, il revient le soir, on habitait ensemble à ce moment-là, il me compte ça. Tabarouette, ça regarde mal pour la suite des affaires. Les investisseurs, ils viennent, puis c'est cette journée-là qu'il y a 4 pieds d'eau, puis que là, il faut peut-être travailler là-dedans.
sais, j'espère que tu es bien organisé, puis pas pire, tu sais, mettons, c'est la sécurité, puis tout ça. Il dit, ouais, on n'est pas si mal, puis tout. Ça regarde mal en estifie, là, le piping, mais tu sais, pour remplir une cave de 4 pieds d'eau bien pleine, puis que dans la journée que les investisseurs sont là, je suis sûr que le monde est au courant. Là. Fait que, tu sais, si c'est cette journée-là que ça pète, c'est parce qu'il y a de quoi qui n'a pas marché comme fou. Là. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que quand il m'a dit ça, moi, j'ai fait ça regarde pas bon les prochaines années, puis on savait déjà que cette mine-là avait déjà fait faillite dans le passé. Puis, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est navrant, là, si on peut dire, avec cette mine-là en question, qui est une mine de lithium, comme tu l'as souligné tantôt, là, c'est que, en fait, c'est un peu le parfait exemple d'une compagnie qui n'a pas les reins assez solides puis qui se lance dans un grand projet à haut risque environnemental. C'est ça. Il arrive des gros accidents environnementaux. On a fait une demande d'accès à l'information pour savoir c'était quoi les risques, les accidents, les déversements contaminants, substances toxiques au site de la Corne, North-American. Puis c'est des dizaines de milliers de litres, c'est pas des millions, hein, qui ont été déversés à travers les années dans l'environnement. C'est une catastrophe vraiment environnementale. Moi, ça, je le dis. C'est ça. Et le punch que j'arrivais, c'est de dire que cette mine-là, qui est intéressé de l'acheter là, parmi toutes les compagnies minières dans le monde, là, une mine comme ça qui est difficile à gérer. Là, c'est ça. Puis qu'il y a clairement des modifications ou des améliorations à apporter qui vont coûter du blé. C'est ça. Puis que c'est pas une cachette, là, les mines où il y a le moins si on peut dire, le risque environnemental qui est géré par les activités est le moindre, c'est souvent les plus grosses compagnies. Comme mettons Agnico Eagle, les Canadiens de Malartic, eux, ils ont tellement d'argent qu'ils sont capables de gérer les accidents. C'est ça. Quand tu arrives avec des compagnies juniors ou moins bien rodées, si on peut dire, c'est difficile. C'est ça qu'on voit. C'est ça. Et là, c'est qui souhaite acquérir cette compagnie-là? Sayona Mining. On a déposé une offre dernièrement, puis c'est passé pas mal dans l'oubli ou dans l'ombre, parce qu'ils ne s'en sont pas vantés, mais ils ont déposé une offre pour acquérir là, la mine en faillite de la Corne. Fait que là, ça change la game, parce que tu n'as pas juste une mine à la mode qui va ouvrir, tu en as une autre à la Corne. C'est plus le même projet. Là, ils veulent détourner tout le minerai qui va sortir à la mode pour l'amener à la Corne, le faire passer par Amos visiblement. Fait que ça change notre vie. Là, dans une zone où on va avoir beaucoup plus de camions sur nos routes qui vont s'user plus rapidement. Puis c'est ça. Le tonnage que tu parlais tantôt, là, mettons 2000, là, ils l'ont augmenté à 2600. Ça, c'est par année, par jour. Par jour. 2600 tonnes de minerais par jour. Fait qu'il faut qu'il soit traité. Là. 2600 tonnes, je ne sais pas comment qu'un camion, puis c'est aller-retour. Je veux dire, le truck, il faut qu'il y aille puis il revient vide. Là, I guess. C'est des dizaines de voyages par jour sur c'est immense. C'est immense. Fait que ça va tout changer nos vies à tout le monde. Mais en même temps, c'est juste pour dire, je suis pas contre aucun projet minier, moi, dans la vie. Je suis juste pour le gros bon sens. Puis, je suis un gars de la région. Puis, je sais à quel point c'est important pour les travailleurs, ce milieu-là. C'est ça. Je pense que c'est une bonne chose de commencer à poser des questions sur ce domaine-là parce que là, c'est rendu que c'est poussé à un point où on précipite parfois les gestes. Puis il peut avoir des conséquences assez désolantes. Là. C'est ça. Nous, c'était vraiment ça notre but en demandant un BAP. Le BAP n'est pas encore arrivé, mais on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Sauf que la compagnie aussi, ce qu'elle avait promis à la mine, au village de la Motte, elle disait ça va vous donner plein d'emplois, on va garder ça dans le village. Là, vous voyez, s'ils vont acquérir la mine, l'usine à la Corne, les emplois ne se feront pas à la Motte, ils vont se faire à la Corne. Fait la gang de la Motte là, qui s'était fait convaincre qu'elle allait avoir des jobs dans leur village, pas en même game. Non, c'est ça. Fait que c'est juste pour dire, moi, je suis. C'est ça qui fait le tour, en fait, un peu de l'histoire, difficultés financières en ce moment, le projet qui n'est pas annulé, qui continue, qui va de l'avant.
Ouais. Quand est-ce que vont être les audiences? C'est sûrement à la fin de l'année. C'est ça. Mais dans tous les cas, la population est invitée à y aller. Moi, je vais être là, mais ça va être pas compliqué. Là. C'est sûr que ça peut faire peur peut-être un peu, là, ou ça peut être intimidant plutôt de se présenter à des audiences comme ça. Mais Ouais. c'est un beau processus, puis les gens sont smart. Là. Il n'y a pas besoin d'être euh, expert en quoi que ce soit. Ce qui fait la différence, c'est quand c'est monsieur, madame, tout le monde qui se pointe là et qui dit qu'est-ce qu'il veut pour l'avenir de sa région. Fait que, Ouais, c'est moi, ça. je compte sur les gens qui vont participer jusqu'au bout parce que ça a tellement pogné, les gens voulaient tellement de BAP que je Ouais. pense que ça soit Ouais. le cas. Il y a du monde, puis tu sais, ben justement, surtout si c'est sur place, puis que là, tu sais, que ça va impliquer le monde dans le projet, puis tant mieux si ça implique le monde dans le projet. Après ça, on va juste mieux savoir c'est quoi cette mine-là, puis c'est quoi leurs idées. Puis si l'idée est bonne, puis que le projet est bon, puis que oui, c'est réalisable financièrement, puis qu'ils vont être capables de modifier les infrastructures, amener, oui, des jobs, mais être capable de gérer les risques par rapport à avoir deux sites d'extraction de minerais ou, je veux dire, tant mieux s'ils sont capables de le faire, mais au moins, on va s'être arrêté une minute puis on va dire, on va avoir dit, puis tant mieux si le monde, ça les informe aussi, t'sais. Parce que moi, je suis pas un expert en mine. Là, je jase avec toi, fait que là, je vais en savoir un peu plus à propos de ce sujet-là, mais j'aimerais ça, assister à ça, moi, savoir c'est quoi qui se trame dans ces affaires-là. Puis comme je viens de dire, tant mieux si le projet est bon. Tant mieux si le projet est bon, puis qu'il est viable, que la compagnie a les reins assez solides, puis que les risques environnementaux sont moindres, puis que notre esquerre, elle n'en souffrira pas. Puis je veux dire, tu sais, là, il y a le côté d'ESCA aussi. Je sais pas si je pense pas qu'on l'ait abordé. Ça aussi, j'imagine, ça a été un peu une pression tu sais, je veux dire, positive de votre côté pour aller de l'avant au BAP. Eux autres, ils ont montré un peu un appui à votre questionnement là, à ce moment-là ou pas nécessairement, cette compagnie-là, parce que ça, c'est pas nécessairement du monde de la région, je pense, qui ont cette compagnie-là, mais j'aimerais savoir un peu, eux, comment ils ont interagi à travers tout ce processus-là. Puis, je pense que Ben, écoute, ça va wrap up un peu oui, le dossier, ben écoute, juste pour dire à quel point tu as tellement raison, c'est que ce qu'on a besoin, en fait, comme région, comme gens de la place, c'est d'avoir des réponses. C'est juste ça. Puis le BAP, c'est la meilleure place pour en avoir. Fait que moi, je suis vraiment confiant pour la suite des choses. Puis je vous dirais que même, on va sûrement être surpris d'avoir des réponses qui sont au-delà de juste la question de l'esquerre. Je pense que même si on s'intéresse à l'environnement, là, ce Ouais. secteur-là est d'une grande richesse écologique. Là. Fait que, on va s'en rendre compte, puis je pense que ça va être un beau moment, puis il va y avoir des décisions difficiles à prendre comme région de dire c'est quoi qu'on priorise, c'est-tu une mine pour 14 ans ou c'est un bel écosystème Ouais. pour l'éternité. Fait que Ouais, c'est ça. c'est une belle question qui se pose pour nous, mais OK. je suis confiant qu'on va prendre la bonne décision en tant que société. Mais pour ce qui est de la compagnie d'OSK, en fait, c'est une compagnie d'embouteillage d'eau. Fait eux, OK. ils font leur marketing, si tu veux. Ils vendent leurs produits, leurs bouteilles, en disant que en disant que l'eau est d'une grande pureté, puis on a tous vu leur branding. Ouais, c'est ça, c'est ça. Embouteillé Mais, à Saint-Mathieu d'Aricana. Moi, tu sais, à toutes les fois que tu vois des chums, ben là, tout est à Sherbrooke, là, mais tu sais, moi, je voyais des chums à Montréal, là, il y avait des bouteilles d'eau SK. Je prenais leur bouteille, puis j'étais là, ça, c'est chez nous. c'est ça. Mais ils font paraître ça, ils gonflent la ballonne comme si c'était une place vraiment protégée dans le nord du Québec, mais on sait, Ouais. genre, c'est au centre de nos villes. Là. C'est à ce qu'il part de la motte s'en va jusqu'à Bay James, mais il passe par Amos, il passe par l'aéroport, il passe par Saint-Mathieu, tout le kit. Là. C'est ça. Mais nous, on était certains que la compagnie allait être sur notre bord dans le sens de dire, juste pour protéger son branding, de se mettre un peu sur notre bord. Ouais. Mais on s'est vite rendu compte que la compagnie, en fait, elle poursuit ses propres intérêts. Elle n'est pas là pour protéger la population. Puis elle, tout ce qui lui importe, c'est protéger son puits à elle, qui est situé quand même à 13 km. Fait que c'est pas à côté non plus. Fait que eux, ils ont... Ouais. Excuse-moi si je t'interromps, là, mais juste parce que là, tu sais, l'eau, elle coule dans un sens. Elle coule tout le temps d'un sens. Est-ce que, tu sais, mettons, parce que là, il y a Hautier, le projet Hautier, mais c'est à la motte.
Ouais. C'est bien ça. C'est Okay, pas la ville de Hautier. Ouais, non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que parce qu'il y avait une mine à Launay aussi, là, qui un moment donné avait été supposée de décoller. Fait que là, j'étais un peu mêlé. Mais, fait que là, mettons, l'eau, elle coule à partir de exemple, la baie James, direction Amos, ou elle coule en sens inverse, en suivant le courant. Tu sais, fait que c'est-tu le début de l'esquerre à ce place-là, ou c'est... Tu comprends-tu? Oui, oui. Ah non, je comprends ce que tu dis. Puis la question n'est pas simple à se poser parce que même les experts, ça a été long avant de savoir. Puis même aujourd'hui, il y a des doutes là-dessus. Fait que moi, je suis comme pas hydrogéologue, là, qu'on dit là-dedans. C'est pas moi qui vous apporte les réponses aujourd'hui. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que au-delà du fait de savoir l'eau à coule dans quel sens, là, c'est plus complexe que ça parce que si vous mettez, par exemple, on a tous déjà fait, là, du papier de toilette ou du Scott Towel dans ton verre d'eau, ben, l'eau, elle va grimper quand même dedans. Fait que l'idée de dire que l'eau, elle coule tout le temps dans le même sens, c'est même pas vrai parce que, surtout quand tu es dans un esquerre qui est plein de sable, ben, il va y avoir un effet de... Ouais, ça va être aspiré un peu. Exact. Okay. Puis au-delà de ça, même peut-être des gens qui vont être étonnés, moi, le premier, si une roche, n'importe laquelle, ben, il y a des trous quand même dedans. L'eau, elle peut passer à l'intérieur. Il y a des fissures dans le roc. Fait que juste ça, c'est aussi possible. Fait que c'est pas... Même en sachant pas nécessairement de quel côté l'eau coule, ben peut-être que ça va... Il y a du contaminant qui peut remonter le canal si tu m'empruntes les... Oui. OK, c'est bon. Puis, fait que pour revenir sur Esca, excuse-moi, je voulais juste savoir, eux autres, c'était quoi leur positionnement par rapport à la mine? Ça avait-tu un impact? Ben, c'est juste que nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est au-delà du fait qu'il faut que les études soient plus rigoureuses que ce qu'ils nous avaient montré au début, on voudrait qu'il y ait des experts indépendants. Autrement dit, qu'il y ait d'autres hydrogéologues, pas juste ceux de la compagnie qui vont venir. Fait que nous, on travaille de ce côté-là aussi, là, à essayer d'avoir des experts indépendants qui vont venir déposer des rapports. Là. On prend pas l'engagement, mais on sait que la Société de l'eau souterraine en Abitibi-Témiscamingue, la CESAP qu'on appelle, va faire un rapport au BAP. Fait que nous, ça nous sécurise de savoir que d'autres experts qui vont arriver avec des questions indépendantes. Fait que, pour revenir sur ESCA, ben, ça, c'est une autre question aussi de société à se poser. C'est, comme tu l'as dit, c'est des investisseurs étrangers qui ont récemment ouvert une autre ligne de production à Montréal, qui prennent l'eau de l'esquerre, qui mettent ça dans des trucks, que ça traverse le parc de la Vérandrie pour être embouteillé à Montréal. Ouais, c'est ça. Et boissons pétillantes, là, fait que toutes que ça soit à saveur ou pas, là, parce qu'il y en a c'est pas fait chez nous, c'est fait à Grenville-sur-la-Rouge et ça se passe en Outaouais. Fait que à la base, la compagnie, quand ils voulaient exploiter notre eau puis la vendre, parce qu'on s'entend que tu vends l'eau 1000 fois plus cher que tu la vendrais, qu'elle coûte quand tu ouvres ton robinet. C'est à peu près ça le ratio. Ouais, c'est ça. Pour te donner une idée, c'est comme si tu t'achètes un sandwich chez Subway à 7000$ au lieu de 7$. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens, on s'entend comment ils font de profit. Mais un peu là, l'engagement de la compagnie à l'époque, quand ils ont acheté ça, c'était à des gens plus de la place du Québec, c'est de dire on va garder les jobs en Abitibi. Et là, c'est plus ça qui se passe, là, c'est qu'ils font des lignes ailleurs. Fait que, moi, personnellement, je te dirais qu'est-ce que je comprends un peu l'idée de marketing là, qu'ils ont de vouloir protéger leur marque puis pas trop se prononcer dans les débats publics en Abitibi. Ouais, ce qui me dérange plus, c'est qu'ils ont tendance, on dirait, à un peu oublier que s'il y a des emplois à créer, ben, il faudrait les garder en région. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Eux autres ne veulent pas vraiment poke the bear. Oui, c'est ça. Ils se tiennent loin de ça. Ouais, OK, all right. Mais c'est... Ouais, je comprends un peu le vibe. Hey,
pour couper, parce que je veux parler aussi des caribous de Val-d'Or, là, que t'es bien... Ben, tu connais l'histoire, puis on en a tout un petit peu entendu parler à la radio, tout ça, mais j'ai ajouté un nouveau segment dans mon émission. Ça s'appelle « Explique ton gramme ». Fait que là, je te montre des photos. J'ai 2 photos de ton Instagram, 2 ou 3 photos de ton Instagram que je te sors. J'aimerais ça que tu me donnes un petit peu plus de contexte par rapport à ces photos-là. Fait que là, tantôt, c'est ça, mais j'attendais. On était supposé se parler à 7h30. Là, finalement, tu as repoussé ça à 8h. Fait que là, moi, à 8h, j'étais prêt, mon gars. Fait que là, 8h10, j'ai pas de nouvelles. 8h12, tu me dis, je vais me préparer un petit verre, puis je te reviens. Fait que là, pendant ce temps-là, j'ai checké ton Instagram. Mais comme je me disais tantôt, j'ai dit, je vais y dire, c'est ça, ça va être bon. J'ai ouais, c'est ça. Je vais lui dire, c'est ça, un roi n'est jamais en retard. Fait que là, c'est ça. J'étais juste content de le plugger. Fait que, donne-moi 2 minutes, je vais juste retrouver ton Instagram. Pendant ce temps-là, je vous dis c'est quoi que je bois à soir. Ça te donne le temps de chercher ça. Parfait. Ça a l'air d'être une bouteille de rhum brun. Là, si on voit, c'est assez foncé. Ouais. À la base, c'est du rhum blanc. Puis moi, je suis... vous savez, là, même si en ce moment, je suis aux études à Sherbrooke, je suis un Abitibien dans la langue et dans le cœur. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond? C'est des plantes que j'ai cueillies en Abitibi. OK. Qui donnent la couleur, puis c'est vraiment bon. Fait, je vous invite à le faire. C'est quoi les plantes? Sais-tu le nom ou... Oui, c'est du petit thé que ça s'appelle. Les feuilles sont très petites, mais ça goûte un peu la menthe. Fait que, vous savez, rhum blanc puis menthe, ça goûte bon. Là, ça fait un peu moyen sur les bords. Puis, ce qui donne la couleur plus ambrée, là, si vous voulez, c'est du chaga qu'il y a dedans. Que tout ce qui bouleau blanc, là, que c'est l'air d'être un peu mort, là, si tu veux. Mais je voyais justement tantôt la bière du prospecteur, il y en a une au chaga. Fait que là, j'ai hésité à la prendre parce que là, en tout cas, j'ai hésité, j'ai pris de la tête de pioche, moi, tu vois. C'est bon, ça. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça hot que tu mixes un peu les arômes de l'Abitibi là, dans tes drinks. Ouais, puis je vous dirais que c'est vraiment facile à faire, c'est bon, c'est différent, mais c'est surtout parce que moi, je suis un buveur de bière, là, je ne bois pas de fort trop d'habitude, mais les épiceries ici tiennent pas toutes des produits de bière de l'Abitibi, comme vous pouvez voir. Ouais. Et la microbrasserie qui est juste à côté là, est fermée. Fait que, OK. J'aurais pu en avoir sinon du prospecteur, mais OK. J'ai l'air peut-être show off un peu avec ça, mais en même temps, je trouve ça cool de savoir qu'on a dans notre forêt des affaires qui peuvent servir à tous les jours comme ça. C'est ça. Ben, tu ris, mais mon frère là, que tu connais, Antoine, là, parce que là, on était en confinement, évidemment, puis là, il savait comme pas trop, il savait pas trop comment utiliser son temps, mais là, finalement, il est prof au cégep, fait que là, il faisait ses cours, mais là, il prend des journées off, puis les fins de semaine, il cherchait de quoi faire. Fait que là, il avait vu sur Internet, mon frère, c'était un tripeux de même un peu, là. Fait qu'il avait checké sur Internet, puis il avait vu qu'on pouvait avoir de la sève de bouleau pour faire, mettons, un petit peu comme du sirop, là, finalement, comme du sirop d'érable. Fait que là, lui, il habite pas loin, mettons, tu sais, la piste de vélo là, qui monte jusqu'au lac Beauchamp. Genre sur la 111, si... Oui, c'est ça. Moi, c'est 111. Fait que c'est à 111, puis fait qu'il est monté à pied là-dedans, il prenait une marche, puis il a vu des bouleaux. Fait que là, il s'est percé des trous. Puis là, l'autre fois, il nous textait, il nous montrait des photos. Là, il a ramassé un demi-cruchon. Là, il était fier de sa shot. C'est bon, c'est vraiment bon. J'ai goûté à ça dans le passé, c'est vraiment bon. Ouais. OK. À défaut d'avoir des érables bien gros en Abitibi, ça marche avec du boulot, c'est vrai, mais l'acide botulique, là, dans le fond, que tu as dans le sirop est très bon pour la santé aussi, là, pour plein de raisons. Mais c'est moins concentré que le sirop d'érable, si tu veux. Fait, l'eau d'érable, en fait, on devrait dire. Fait que mais tu goûtes, tu t'en mets un peu sucré quand même, c'est vraiment bon. OK. Ouais, c'est ça qu'il me disait. Il dit normalement, c'est ça qu'il m'expliquait. Il dit mettons un érable que tu vas cueillir la sève, tu vas avoir à peu près un ratio 1 pour 30. Fait que mettons pour 30 litres, tu as 1 litre de sirop. Mais il dit pour du bouleau, si tu veux que ça goûte un peu, c'est à peu près du
du 1%, là, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que ça t'en prend en esti pour être capable d'avoir une canne de sirop, tu sais. Fait que c'est ça. Mais là, en tout cas, il était bien encouragé. C'est ça, j'ai dit, tu vas peut-être avoir une petite cuillère à thé à la fin. T'en garderas, là. Je filerais mal de partir avec ça. Yes. Fait que je pense c'est ça. Fait que je vais te montrer les photos que j'avais choisies, puis j'aimerais ça que tu nous donnes un petit peu plus de contexte. Fait que la première, je vais la montrer ici, là. Ah, ben oui. Ça, c'est une photo, je vais expliquer pour ceux qui font juste l'écouter en balado. Là. Dans le fond, ta description en dessous, c'est « Virée de chasse d'anthologie en Gaspésie ». Au tableau, une mine de cuivre abandonnée aux confins du Parc national Gaspésie, une semaine pas de réseau, puis 2 orignaux dans la zone 10 de la réserve faunique de Chic-Choc. Aucune photo des animaux qui nous offrent leur corps par une émouvante démonstration de dignité et de bonté, mais pas mal de soupers d'anthologie à venir pour les prochains mois d'hiver. Ouais, pas mal de soupers d'anthologie pour les prochains mois d'hiver. Fait que c'est ça, mine abandonnée, mine Madeleine, Chic-Choc, plein air, nature. Sont tes hashtags. Fait que j'aimerais ça que tu donnes un petit peu plus de contexte. Puis c'était quoi cette espèce de hike-là, j'imagine? Ben oui, c'est une rencontre un peu, si on peut dire, impromptue avec une mine abandonnée. C'était pas l'objet de l'expédition. À base, on s'en allait à la chasse en Abitibi, pas en Abitibi, pardon, en Gaspésie. OK. Puis, parce que c'est ça, là, moi, je suis un chasseur, puis ça fait 2 ans que je suis en Abitibi, puis là, cette année, j'ai eu une opportunité d'aller avec un ami de l'université avec sa famille en Gaspésie. Okay. En Gaspésie, je vous donnais une idée, là, il y a 10 fois plus d'orignaux au kilomètre carré qu'en Abitibi. Fait que, OK. C'était fun. Puis, il y a beaucoup d'orignaux. Ouais. Puis en plus, on était dans la réserve des Chic-Chocs. Fait que si tu veux, c'est comme un peu le parc de la Vérandrie là-bas, mais écoute, il y a tellement d'orignaux là-bas, ça n'a pas de bon sens. Fait on avait quand même une genre de pourvoirie, là, si tu veux. Fait qu'on avait quand même pas mal des chances sur notre bord. Puis comme de fait, ben, on a tiré dans la première journée. Mais on était parti pour une semaine. Fait que qu'est-ce qu'on fait tout le reste du temps? Fait que là, on est allé se promener dans les alentours. Puis justement, mettons, si tu veux, au top de où est-ce qu'il y avait notre chalet, parce que ça se passe dans les montagnes de la Gaspésie, qui sont vraiment superbes. Mais là, tu chasses dans la réserve faunique, c'est ça que tu dis? Non, mais la réserve faunique, oui, mais c'est pas un parc national. Parce que une réserve faunique comme la Vérandrie, la chasse est autorisée, même si elle est mise en question là, dans la Vérandrie. OK, mais tu vois, je savais pas. Je pensais que c'était... C'est ça, c'est la différence entre un parc national et une réserve faunique, c'est que dans la réserve, les activités sont permises, même les coupes forestières peuvent l'être à un certain niveau. OK. Mais, fait que oui, nous, c'était pas du braconnage qu'on faisait, mais ça prend des permis supplémentaires, fait qu'on s'entend que c'est un peu plus cher aussi. Mais moi, je pensais que c'était une belle expérience. Ça fait une couple d'années que je vais skier en Gaspésie l'hiver, fait que j'avais le goût d'y aller à l'automne pour la chasse. Puis, c'est clair, c'est hot. Fait que non, c'était une belle expédition. Puis là, ben, en marchant les autres journées qu'on avait tuées, ben, on se promenait juste dans le parc national. Fait qu'on n'était plus dans la réserve où la chasse se passait. Fait qu'on était dans les trails. Puis là, ben, on est tombé sur une mine abandonnée. Puis ça donne que je fais ma maîtrise en droit et en biologie sur les mines abandonnées, la restauration des mines abandonnées. Fait que là, j'étais en pleine pause de ça. Puis là, bang, je tombe sur une. Fait que c'était juste, je trouvais que c'était un beau moment. Puis quand je parlais de souper d'anthologie, ben, c'est juste que quand tu as un orignal, ben, tu as de la viande pour tout l'hiver. J'en ai encore pour un mois dans mon congélateur en ce moment. Fait que, c'est clair. Ça me tient, c'est mon lien avec la nature. Dans le fond, chaque semaine, je prends, comme hier, on mangeait encore de la sauce à spag à l'orignal. Puis, évidemment, c'était des steaks. Puis, fait que, c'est sûr que c'est des beaux moments, mais fait que c'était ça. Puis c'est une belle chasse, vraiment, c'était cool, la Gaspésie. Tu avais la chance d'y aller. Ben, c'est sûr qu'en Abitibi, tout est là, fait que let's go. Mais ça a fait du bien d'y aller cette année. C'est ça, voir. Puis, tu sais, justement, avec ma blonde, elle travaille dans le tourisme. Elle travaille à l'Office l'Office du tourisme. L'Office du tourisme de la Vallée de l'Or, dans le fond, à Val-d'Or. Puis, elle est agente de développement pour le tourisme pour la ville de Val-d'Or. Puis, dans le fond, c'est ça, justement, toutes les
eux autres sont un peu en arrêt. Là. Les festivals sont arrêtés, tout est arrêté. Fait que c'est sûr que si on a une chance, là, s'il vous plaît, ben moi, je vais aller manger d'un resto à Rouen, je vais aller manger d'un resto à Val-d'Or, mais pour vrai, s'il y a de quoi qu'on peut faire cet été pour aider notre province, c'est ça, c'est d'aller se promener au Québec, puis la Gaspésie en fait partie. Puis eux autres, là, c'est ça, je parlais justement avec elle, ma copine, c'est que eux autres, le gros de leur économie, c'est le tourisme. C'est le gros de leur économie, c'est les festivals l'été, c'est bien beau chasser du crabe, là, mais c'est pas tout le temps ça qui. Je veux dire, un moment donné, dans l'été, ça l'amène beaucoup à ces régions-là. Fait que le monsieur Legault, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça, il a dit ça, ça serait important de voyager au Québec cet été. Puis c'est ça, fait que juste, je voulais plugger ça en même temps que tu me parlais de la Gaspésie, oui. Parce que ça, c'est des régions qui en dépendent énormément. Puis une raison de plus aussi pour diversifier ça chez nous, là, c'est tellement beau aussi l'Abitibi, les lacs, les rivières. Fait, je pense que ça pourrait être une belle relance aussi pour qu'on soit peut-être moins dépendant d'autres secteurs, mais ça, c'est une autre question. Fait que, mais OK, je suis content, je m'attendais à pire, mais c'est vrai que si tu avais été sur Facebook, peut-être les photos auraient été plus. Ouais. non, j'ai été quand même relativement gentil. Ça a été c'était un plaisir pour moi de fouiller à travers tout ça. Puis l'autre ici, que je pense que, je sais pas si tu t'en attends, là, mais c'est celle-là ici. Fait que je vais la montrer tout de suite. Ah ouais, OK, wow. Ouais. Ben oui, certain. C'est une belle photo. Puis on voit en arrière là, des banderoles en espagnol. L'endroit qui est tagué sur ta publication, c'est Madrid. Puis je vais lire la description pour ceux qui l'écoutent juste balado. Puis je vais expliquer un petit peu la photo. Là. C'est la grosse face de Rodrigue en avant de genre une trolley de personnes là, qui sont dans les rues avec des grosses banderoles puis tout ça. Et la description est la suivante. Rien de mieux qu'une autre manif d'un demi-million de personnes espagnoles festives contre l'inaction des États face à la crise climatique pour se craquer le moral après une semaine à assister à l'insuffisance des actions des gouvernements à la COP25. Justice climatique, le défi de notre ère, Madrid, hola, environnement jeunesse, fuck les fossiles. Hashtag gazoduc, non merci. Fait que c'est ça, j'aimerais ça que tu donnes un petit peu plus de contexte par rapport à cette photo-là aussi. Un super beau moment. Là. J'ai été vraiment privilégié dans la dernière année. Tout ça découle là, de la mobilisation pour la protection de l'escale, c'est certain, mais ça m'a amené à rencontrer plein de gens super passionnés partout au Québec. Puis ça m'a offert l'opportunité d'aller justement représenter le Québec, la jeunesse québécoise, à la conférence des Nations unies pour la lutte au changement climatique, dans le fond. Okay. À chaque année. Puis cette année, c'était supposé être au Chili, mais il y avait un soulèvement populaire là-bas. Fait que ça a été déplacé en Espagne, puis à Madrid. Et là, la photo que tu prends, c'était en fait le vendredi de la première semaine. Fait que ça faisait à peu près 5-6 jours que la conférence était commencée. Puis au-delà d'une conférence, c'est plutôt l'occasion d'avoir des négociations avec les États pour en venir à un accord pour essayer de faire en sorte que les États, là, tous les pays, en fassent plus pour lutter contre la crise climatique, qui, on sait, est catastrophique là, à l'échelle de la planète et menace des vies humaines, et plein d'espèces animales disparaissent et des végétaux. L'idée, c'est de rassembler tout ce monde-là en temps de paix, là, si tu veux, dans un lieu. Et c'est surtout des diplomates qui vont négocier. Mais la société civile, fait que des gens comme toi et moi, sont invités aussi. Il faut avoir des accréditations, mais comme on en avait, on pouvait assister à ces négociations-là. La photo que tu as prise, c'est pas à l'ONU, c'est dans la ville de Madrid. Il y a eu une marche pour le climat, pour mettre de la pression sur les États. Et dans le fond, on était vraiment choyés parce qu'il y avait 500 000 personnes qui faisaient beau. C'était au mois de décembre dernier, là, fait que c'est sûr que ça faisait pas si chaud que ça. Il y a 4 mois, là? C'est ça que tu me dis? Oui. Il y a 4 mois, mais en même temps, en Espagne, l'été, ça fait un peu... c'est ça, il fait beau, là. Il fait beau l'année. C'est comme un peu notre printemps, là, si tu veux. Fait que l'hiver là-bas, pardon. Fait que on a vécu un beau moment à ce moment-là.
Mais je dois dire, par contre, ça s'est un peu gâté là, la semaine suivante parce qu'en fait, il y a eu plein d'événements, mais notamment, il y a eu un soulèvement à l'intérieur même de l'ONU. Et moi-même, j'ai été pris dans cette situation-là qui a fait que j'ai été expulsé de l'ONU de force par les, euh, les Pourquoi? Tu t'es autorités choqué? locales. Tu t'es choqué, Rodrigue? Il faut pas se choquer de même. Non, non, mais écoute, on était 500 personnes qui ont répondu à l'appel un peu de soutien là, des Autochtones de l'ensemble de la planète qui s'étaient rassemblés pour un peu mettre plus de pression justement sur les gouvernements pour respecter leurs droits territoriaux, leurs droits ancestraux. Il faut savoir, OK. ça fait 25 ans qu'il y a des conférences des Nations Unies, puis ça fait 25 ans en fait que leurs droits ne sont pas vraiment inclus. Prise en compte là, à travers tout ça. Fait que là, eux, ils ont perdu patience, là, avec raison, selon moi. Puis, ils nous ont invité la société civile, là, comme je disais, tout le monde comme toi puis moi, à venir les rejoindre. Sauf que là, ça faisait beaucoup de monde pour peu de place. Puis, pour faire l'histoire courte, ben, les, euh, les forces de sécurité de l'ONU, avec leur chemise à manches courtes bleu poudre, comme les casques bleus, ont perdu patience. Puis, eux aussi, et sont rentrés dans le tas. Puis là, il y a comme eu une espèce d'affrontement là, qui s'est produit. Il n'y avait pas d'armes, là, on était tous concentrés. Mais là, finalement, ils ont comme ils ont soulevé un mur au complet. Là. Ça a l'air un peu extraordinaire du même, là, mais même pas, là, il y a des photos. Puis là, ils ont sorti la moitié du peloton là, de 500 personnes à l'extérieur. Là. Vraiment, là, on était pitchés dehors. Puis il y a des gens qui sont fait tirer leurs accréditations, leurs badges de force, des enfants. Il y a eu des mères qui ont été séparées de leurs enfants. Il y a des personnes aînées là-dedans. Il y avait des femmes qui ont reçu. What the hell? Ça brassait? Ça brassait à Madrid? Hein? Ça brassait à Madrid en cette journée-là? Écoute, moi, j'ai fait le Rockfest. Je n'ai fait des affaires. C'est ça, je voyais dans les photos. J'ai hésité à le ployer. Oui, je m'attendais à ça, mais non, je n'ai fait, puis vraiment, c'était pas comparable. Puis il faut souligner qu'en fait, tout ça, ça part de personnes qui voulaient juste faire respecter leurs droits. Ben, c'est eux qui sont fait tapocher puis crisser dehors. Fait que, c'est ça. Moi, j'étais dans ce gang-là parce que ça a donné que j'étais là. Mais j'étais aussi un peu en soutien, je l'avoue, il n'y a pas de gêne là-dessus. Mais c'est ça. Fait que ça, la photo que tu m'as montrée, c'était la semaine avant. Fait que, OK. Ah, c'est bon. Mais correct. Je trouve ça hot. J'ai... Une année rocambolesque. Une année vraiment rocambolesque, mais comment je pourrais décrire ça? Je trouve ça hot ce que tu fais parce que moi, ça me fait triper parce qu'on dirait que tu le fais tu sais, sans. Je sais, présentement, tu es à l'école, là, mais tu fais ça juste parce que c'est ton gut feeling, moi, je trouve. Tu comprends ce que je veux dire? On dirait que c'est tout le temps c'est ton instinct qui fait genre. Ça, j'ai le goût de suivre cette idée-là, puis pas revirer de bord. C'est mon instinct qui est. La COP25, je sais pas, c'est une invitation que tu as eue, peu importe, mais tu te retrouves dans des situations un peu comme un peu comme la mine, ou la même affaire, la mine que vous avez trouvée un peu, la mine abandonnée à Gaspésie. Je trouve tout le temps, t'es là au bon moment, à bonne place, mais dans le sens, c'est un moment donné, quand tu essaies d'avancer dans la vie, c'est d'essayer de trouver c'est quoi qui te passionne. Puis moi, je trouve que ta passion te drive à des affaires assez extrêmes. Puis c'est un peu ça que je trouve le fun de te parler, parce que c'est des affaires qu'on n'entend jamais. Là. Moi, je me ferai jamais tapocher d'une convention de l'ONU. Jamais. fait que c'est ça. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment hâte de te parler. Écoute, c'est vraiment réciproque, mon gars. Puis tu sais, au fond de tout ça, moi, j'inciterai jamais à quel point que je le fais parce que je sens que je suis appuyé par du monde comme vous. Là. Quand c'est le temps là, de rentrer dans le tas à l'ONU ou n'importe où dans ces événements-là, puis de prendre la parole pour poser des questions sur la mine qui va ouvrir sur notre escale, je le fais, mais je suis pas. Même si c'est instinctif, ça manque pas de connexion avec notre monde. Puis, c'est ça. S'il n'y avait pas de gens comme toi, puis s'il n'y avait pas de gens comme ceux qui nous écoutent, puis qui me le disent, puis que je suis sincèrement certain que c'est la chose à faire,
ben moi, je pense que ce gut feeling-là, comme tu dis, comment dire, c'est légitime puis c'est raisonnable aussi. Fait Ouais, que, c'est ça. autrement dit, C'est instinctif, mais ouais. c'est instinctif, mais ce que tu essaies de dire, je pense, c'est que c'est le. Ben, c'est pareil pour moi, là, mais c'est le fun de se faire appuyer dans ce qu'on fait. Puis ce que tu fais, honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui appuie ta démarche. Puis je trouve, c'est ça, tout ça. Ben, tu sais, puis il y a une autre affaire qu'on n'a peut-être pas parlé, c'est sûr, ça fait beaucoup d'environnement, puis on va parler de caribou, mais je pense qu'au-delà de tout ça, moi, étant un gars de la place, je sens que, écoute, ça a toujours été ça au fond de moi, ce qui est plus important que l'environnement, c'est nous autres, c'est les gens. C'est plate, c'est pas nous versus les autres animaux, mais c'est juste la cohésion sociale. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis si on a quelque chose de beau à Amos, au-delà de la qualité de notre eau, c'est les gens. Puis il faut préserver ça. Puis quand on veut se battre pour les gens, mais des fois, ça demande des sacrifices. Il faut soulever des questions, mais il y a une manière de le faire respectueuse. Puis ça, je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis, mais non, il n'y a pas de compromis pour protéger le futur de nos enfants. C'est certain, si toi et ta blonde, vous avez des enfants, moi, je vais être là pour me battre pour eux autres. C'est sûr et certain. Là. Je le sais déjà pour tous les autres enfants de la BTB puis de partout sur la planète, mais c'est à ça qu'il faut penser quand on parle quand on pense à l'environnement. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis sinon, il y a une dernière petite affaire avant qu'on parle des caribous. C'est ta rencontre avec M. Raoul Duguay. Ah oui. Je me suis tout le temps posé la question. Comment ça se fait que mon chum Rodrigue, là, il se ramasse, puis on voyait des vidéos à l'époque. Tu étais à l'Assemblée nationale, habillé sérieux. M. Duguay est en arrière. Lui aussi a l'air un petit peu sévère. Mais j'aimerais ça que tu expliques dans quel contexte un peu cette rencontre-là s'est faite. Puis si un peu, tu aurais des petites anecdotes sur le bon chum Raoul. Ben là, je sais pas qui t'a parlé. Moi, il y a des affaires. Écoute, Raoul, c'est un ami pour moi. Hein, fait que je suis privilégié de pouvoir le dire. Mais j'en ai vécu tout plein de choses. J'ai dormi dans la même chambre que lui, là, juste te dire, une fois. Je m'attendais pas à ça pendant toute la première fois que je le rencontre. On est à Québec, justement. C'est la veille qu'on a un point de presse à l'Assemblée nationale. Puis là, moi, je suis supposé aller dormir chez un de nos amis là, de Québec, que tu connais bien, Frédéric Turcotte. Puis dans le fond, finalement, on fait notre plan de match, là, si tu veux. Puis c'était justement pour la protection de l'escale qu'on était rendu là. Puis qu'on avait fait appel à lui parce que c'est un fier Abitibien. Puis, tu sais, il a l'eau à cœur, puis tout. Fait qu'on trouvait que c'était un bon représentant pour nous. Puis d'avoir un artiste toujours efficace aussi, là, c'est des bons communicateurs. Fait que, c'est ça. Mais lui, il est motivé aussi pour les questions environnementales. Il l'a toujours été. Donc là, on se ramasse dans l'hôtel, on fait notre plan de match. Nous, on arrive de l'Abitibi. Lui, il reste dans le coin de la Montérégie, là, proche des États-Unis. Puis là, on est là. Le bonhomme, il a 80 ans. Puis là, on fait notre plan de match. Puis ça donne qu'il rentre tard un peu. Puis là, il faut qu'on se lève tôt. Fait que là, le monde dit ben, tu peux dormir ici, au pire. Mais il n'y avait plus de chambre. Puis là, Raoul, il dit ben, il y a un divan-lit dans ma chambre. Je suis comme OK. So what? Fait que là, finalement, je me ramasse que je dors dans sa chambre. Puis là, avant qu'on s'endorme, il vient me voir. Puis il dit là, fais pas le saut. Là, à toutes les nuits, à 3h33, je me réveille sans le savoir. Puis je chante la Bétatibi pendant que je dors. Je suis comme, voyons donc. Mais le gars, là, j'ai jamais vu quelqu'un sacré de même. Il sac à tous les phrases. Puis, il est drôle, là. Honnêtement, il est vraiment drôle. C'est sûr. Sa tête est allumée, il est vite. Puis ça fait du bien de passer du temps avec parce que c'est comme un chum, là, tu sais, vraiment. Puis, c'est ça. Il y a une énergie, là. Il y a une énergie qui est... C'est ça. Puis d'autres anecdotes, j'en ai, mais écoute, on pourrait s'en parler. Puis justement, tu me parles de lui, puis j'allais l'appeler demain pour demander comment il passe son confinement, mais j'ai eu la chance, avant le confinement, ça va prendre un bout avant que je puisse retourner, de passer chez lui. Puis il m'a montré son atelier. Raoul Duguay, c'est un artiste, hein, mais multidisciplinaire. Il n'a pas juste fait des chansons, mais c'est un poète, mais aussi c'est un peintre excellent, là, je vous le dis. Là, c'est pas que j'en doutais, mais dans ma tête, Raoul Duguay, c'est un chanteur un peu... c'est ça. Un peu excentrique, là, limite. C'est ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon en art visuel. OK. Il est vraiment quelque chose. Puis en plus, il fait de la sculpture. C'est vraiment... Écoute,
moi, je pense que c'est une merveille artistique pour notre région, mais pour la province au complet. Puis, je vous dis, là, moi, si j'avais l'argent, je suis encore étudiant, mais si j'avais l'argent, ça serait un des premiers artistes que j'achèterais des toiles, là, puis ils sont Ouais. belles. Fait que, Ah, c'est hot, c'est hot. Mais moi non plus, j'ai pas d'argent, là. ouais. Moi, j'ai 500 pièces du PCU depuis 2 semaines. C'est pas mal ça. Mais non, c'est ça. Mais j'aimerais ça parce que là, je suis présentement dans mon studio. Mais C'est ouais, aussi la même pièce où ma blonde se maquille. Puis c'est l'endroit oui. où il y a mon congélateur. Mais je Fait vais que vraiment en arrière, en haut du congélateur, là. Écoute, une grosse fucking toile de Raoul ouais, Dupuis. il en fait des. En tout cas, je t'enverrai ça, là, puis c'est Parfait. intéressant. J'ai pas d'argent, mais si le chum, si le Ouais, chum, c'est il ça. est down. On verra. On Non, verra. non, mais non, je fais des jokes. Mais c'est vraiment hot. Puis moi, ce que je trouve, c'est que, mettons, le, pour lui aussi, c'est rafraîchissant de passer du temps avec toi, tu sais. Mais Parce ouais. que je sais pas s'il y a des enfants, hein, mais Raoul, là, mais puis moi, je l'appelle Raoul comme si c'était Ah, mon bébé. mais ça s'impose. Il faut l'appeler Raoul, là. OK, OK, mais c'est ça. Mais tu sais, je sais pas s'il y a des enfants, Raoul, mais probablement que tu es pas mal plus jeune que ses enfants, devenant le Ouais. cas où il y en a. Fait que ça doit être hyper rafraîchissant pour lui aussi. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que là, on en parle depuis à toutes les 15-20 minutes, on ploie. Ah ouais, tantôt on parlait des caribous. Now is the time. C'est Yes. quoi cette histoire-là des caribous de Val d'Or? Puis là, je suis en train de penser à ça. Moi, il faudrait que j'aille pisser. Fait que OK. je vais peut-être Vas-y. prendre un petit 5 minutes de pause. Toi et tout, si tu veux aller pisser, Pas de trouble. Je vais it's me up to you. refiler. Comment? Je vais me refiler au contraire de Ouais. mon. C'est bon, parfait. Fait que moi, je vais aller pisser 5 minutes. Écoute, casse pas ta tête là, si t'es pas obligé de parler. Là, de toute façon, je vais couper ça là, s'il y a quelque chose. Fait que, OK, petit guidou, ben, bonne. Fais ce que tu as à faire. c'est bon. Puis je vais Je peut-être aller vais- fumer une cigarette aussi. Fait OK. que Ben, fais ce que tu as à faire. On peut prendre 5 minutes, puis on reprend ça tantôt les deux ensemble. you bet, you bet. Je vais laisser ça runner. De toute façon, on va tout couper ça. OK. Salut. OK, salut. We are back, mon Yes. gars. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai pris soin de ma vessie parce que là, Saint-Viateur, on a beau jaser. On a beau jaser, là, mais. Je te voyais t'inquiéter. Ouais, non, j'aille pas ça prendre la bière. Puis là, la petite tête de pioche, mine de rien, là, est super bonne. Fait que, yes. Fait que c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle un peu les caribous de Val d'Or. C'est quoi un peu l'histoire de tout ça à travers. Tu sais, parce que vraiment savoir le fond de l'histoire de tout ça. Puis c'est quoi qui a amené un peu toi t'impliquer dans cette histoire-là aussi. Là, puis savoir c'est quoi cette horde-là, cette harde-là, pardon. J'ai écouté, pas mal Game of Thrones, là, fait que j'ai dans la tête tout le temps horde. Là. Mais dans cette harde de caribou-là, puis c'est quoi un peu l'enjeu de cette population-là de caribou de Val d'Or qui est c'est ça, qui est un peu en voie d'extinction, si on veut. Puis c'est ça. Fait que j'aimerais ça savoir un peu l'histoire de ça, si tu le permets. Ben oui, certain. C'est une histoire, en fait, qui est à la mesure de ce qui se passe partout sur la planète. Hein. Il faut qu'on mette ça en contexte beaucoup plus largement. On est face à une extinction massive d'espèces animales partout sur le globe. Il y a, surtout chez les grands mammifères, là, de tous les continents, on observe une disparition de masse de toutes espèces confondues. Et c'est aussi le cas chez nous, pas juste au Canada, au Québec, mais aussi en Abitibi. Puis chez nous, il y a une espèce particulièrement importante depuis des millénaires, c'est le caribou forestier. OK. Le caribou, en fait, c'est une espèce qui est présente par millions, si tu veux, là, au Canada, mais ils ont déjà été beaucoup plus nombreux. Et ce qu'on observe, en fait, c'est qu'il y a plusieurs différents écotypes, si on peut dire, c'est
pas tant des sous-espèces parce que toutes entre elles sont en mesure de s'accoupler ensemble, mais OK, mais c'est en fonction de son habitat. Fait il y en a, alright. pas ce qu'on peut Pour ça dire. qu'il l'appelle le caribou forestier. Oui, Est-ce parce que que je me trompe? exactement, parce que cette branche-là, si tu veux dire, de l'espèce évolue principalement dans les forêts. OK. Il y en a d'autres qui c'est le caribou montagnard, si tu veux, fait que dans les montagnes. C'est l'espèce qu'on retrouve en Gaspésie notamment, mais également dans le Grand Nord du Québec, à la limite avec le Labrador. Mais il y a aussi OK. le caribou migrateur qui, lui, au Québec, est une espèce qui s'est, en fait, par centaines de milliers qu'il y avait dans le Grand Nord du Québec, donc au Nunavik, mais également plus au sud, dans le territoire cri, là, si tu veux. Fait que, OK. nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la population de Val-d'Or, mais juste dire qu'avant que les Blancs arrivent en Abitibi, au siècle dernier, il y avait des grandes forêts de pins là. En Abitibi. Des pins, c'est des arbres qui peuvent être immensément hauts. Là. On parle de OK. plusieurs dizaines de mètres. Et OK. c'est des écosystèmes favorables aux caribous. Mais quand les premiers colons sont arrivés, ils ont commencé à couper le bois. Et là, ben, ce que ça fait, c'est que l'environnement a changé là, au détriment de l'espèce du caribou. Et OK. on a vu l'orignal s'implanter dans ces territoires-là. C'est pour ça que l'orignal est présent en Abitibi et au Témiscamingue. Ça n'a pas été le cas toujours. C'est vraiment en changeant l'environnement qu'on est arrivé à ça. Mais ça pour dire que le caribou était très important depuis des milliers d'années pour les populations autochtones de la région, dont les Anishinabés qu'on connaît bien, à Picoline, mais également à Lac-Simon, Kitsaki, partout, là, les 9 communautés du Québec. Mais là, on a vu cet effritement-là, cette érosion lente mais certaine de l'espèce. Puis là, en ce moment, en Abitibi, il y a juste deux populations, deux arbres, comme tu l'as bien dit, qui sont une au nord de la Sarre, puis l'autre au sud de Val-d'Or. Fait que quand on parle des caribous de Val-d'Or, c'est pas tous les caribous de l'Abitibi. On pense souvent que c'est les seuls, les derniers, mais il y en a d'autres à la Sarre, sauf que les deux espèces sont trop loin pour pouvoir se reproduire entre elles. OK. Donc, ça les confine un peu, là, comme on l'est, on est tous ensemble. Ça les laisse à leur propre sort. Fait que là, on est dans une situation où il est comme minuit moins une, où on se dit, là, il faut protéger cette population-là, mais ça fait des dizaines d'années que plein de gens le disent, qu'il faut porter attention, mais la principale cause de la disparition de toutes les espèces sur la planète, c'est la perte de l'habitat naturel. Le caribou forestier, c'est pas différent, c'est la perte de son habitat. Puis comme on disait tantôt, pour lui, c'est des grandes forêts nature. Fait que ça prendrait, en fait, il faudrait avoir des forêts de plusieurs dizaines d'années. Et là, on se retrouve dans une situation où en Abitibi, on a pas mal tout coupé. Fait que les derniers massifs forestiers où les caribous peuvent évoluer sont situés où on trouve les caribous en ce moment. Mais ce qui est dommage et dommageable pour l'espèce, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies forestières qui convoitent ces environnements-là. Là. Parce que c'est du gros bois, puis c'est du bois mature, tu sais. Fait que on peut les comprendre justement pour cette raison-là. Mais là, ça pose vraiment l'enjeu. C'est autrement dit, c'est que si on permet encore d'avoir des coupes forestières dans ces endroits-là, en fait, on va juste signer l'arrêt de mort de cette population-là. OK. À l'échelle du Canada, c'est pas parce que les caribous de Val-d'Or disparaîtraient que l'espèce disparaîtrait. C'est pas les derniers représentants de la race. OK. Mais, ce qui est triste, par contre, c'est de voir qu'on baisse les bras, puis alors que c'est possible de faire quelque chose, on laisse l'espèce disparaître. Il y a le gouvernement. Puis là, pour plusieurs raisons, je ne rentrerai pas dans les détails parce que là, ça devient un peu compliqué de dire c'est la faute à qui dans tout ça. Puis c'est pas l'intérêt, mais c'est juste de dire que gouvernement après gouvernement, pas un parti plus qu'un autre, le PQ, le Parti libéral, la CAQ, n'ont jamais adopté de mesures très, comment on peut dire, ils n'ont pas démontré concrètes, là, si on veut, par rapport à la protection de cette espèce-là. Tout le monde, corrige-moi si je me trompe, mais tout le monde a un peu, justement, au fil des années, tout le monde a un peu dit, bon, ben, ils sont rien qu'une coupe, puis l'espèce n'est pas en voie d'extinction. Fait que quand bien même que cette arde-là s'éteindrait, ce ne serait pas la fin du monde. Ce serait la force des choses, puis c'est comme ça.
C'est ce qui était véhiculé comme message pas mal dans les officines du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Puis ce qui est un peu questionnable, questionné surtout là, par plusieurs personnes au Québec, c'est de dire comment ça se fait que le ministère qui est chargé de la protection des espèces de la forêt, là, des Ouais. espèces animales, ça soit celui qui autorise les coupes forestières. Autrement dit, c'est de dire comment on peut peser sur le break autant que peser sur le gaz en même temps. Ouais, Puis c'est là, ça. on met dans les mains de la même personne le pouvoir, la mission d'assurer la survie de l'industrie forestière, mais aussi la survie des caribous. Fait que maintenant, on est rendu dans une situation intenable. Puis là, ben, ce que beaucoup de gens qui disent, c'est de dire qu'il faudrait qu'on donne un break aux caribous. Mais là, c'est pas juste de donner un break en freinant l'industrie forestière pour sauver les derniers caribous, parce qu'au dernier recensement, il y a une couple de semaines, il était juste 7. Yes, Pour sauver, Simonac. ouais, Ah ouais, pour c'est sauver rendu, là, on est, comme tu dis, minuit moins une, pas mal. Oui, c'est ça. Et minuit moins une et quelques secondes Ouais, avant, c'est ça. on peut dire. Mais ça ne veut pas dire que c'est sans espoir. Il y a des plans qui ont été mis sur pied puis, par encore une fois, des scientifiques de réputation indépendants qui, eux, suggéraient, écoute bien ça, de prendre des caribous de la harpe de la Sarre, Ouais. puis de les faire passer par le refuge Pajot, les faire accoupler, puis avec les petits, les réintroduire dans la population de Val-d'Or. Fait qu'autrement dit, on aurait fait une espèce de zone tampon, puis on aurait favorisé en fait leur reproduction en captivité relative là, au refuge Pajot. On aurait remis les individus adultes dans la harpe de la Sarre, puis on aurait mis les femmes, là, les petits caribous, dans la population de Val-d'Or. Pourquoi on aurait fait ça avec les petits? Ben, c'est que quand tu prends un caribou adulte, il y a un instinct de repérage très développé. Il aurait sacré son camp, il serait retourné direct à la Sarre. Une des raisons mis de l'avant. Fait qu'on voulait assurer en faisant un peu un tampon là, entre le parent et l'enfant, de prendre l'enfant et de la réintroduire dans la harpe de Val-d'Or. Fait que ça aurait permis de donner un second souffle à la restauration de la harpe, si tu veux dire, de donner plus de représentants. Excuse-moi si j'ai pas bien compris, là, mais tu dis que le bébé, mettons le fan, il aurait eu tendance à retourner vers la Sarre, c'est ça? C'est pas le petit, c'est le parent. Si on avait pogné des caribous adultes, là, et qu'on les avait mis directement dans la population de Val-d'Or, par instant, il y aurait eu plus de chances qu'ils ne restent pas avec eux. Ce qu'on fait à la place, c'est de prendre des bébés, des adultes qu'on a fait reproduire en captivité et au refuge Pajot, et les petits les mettre avec la harpe de Val-d'Or. Mais ça reste fucké pour des. Pour des humains, ce serait fucké. Fait que pour des animaux, c'est la même affaire. C'est un principe d'adoption, si tu veux forcer un peu. Ouais, c'est ça. On te fait, c'est ça. On te fait accoupler, puis on vole tes kids. Mais dans la nature, c'est pas là, c'est pas zéro comme ça que ça se passe. Bien, écoute, ça, ce que je te dis, c'est même pas le gouvernement qui l'a proposé, c'est des environnementalistes. Non, même pas des environnementalistes, en fait. C'était des spécialistes, des scientifiques qui l'ont élaboré, des biologistes. Puis le refuge Pajot était d'accord. Mais c'est le gouvernement qui n'a pas donné suite à ce projet-là, qui n'aurait pas été très coûteux là, en passant, parce que l'autre alternative, c'est de couper toute l'industrie forestière autour de Val-d'Or, d'arrêter ça, puis de dire qu'il n'y a plus rien qui se passe. Ça aurait coûté à peu près 1,5 million de dollars par année. Le plan qui est proposé pour de passer avec les caribous de Val-d'Or, c'est une couple de dizaines de milliers de dollars. Et, pas à chaque année, là, on s'entend. Fait que ça aurait été une belle démonstration que l'Abitibi est capable de prendre soin de ces espèces en voie de disparition. Ça n'a pas été retenu. Puis, moi, je vous le dis, puis c'est un dossier que je ne suis pas de très près, dans le sens où je ne suis pas impliqué personnellement là-dedans. Je le suis, j'ai des amis qui sont dans l'Action boréale, là, qui supervisent le dossier depuis longtemps, puis qui est à l'origine de ce plan-là que je vous parle, de passer par la harpe de la Sarre pour régénérer celle de Val-d'Or, mais ça n'a toujours pas été retenu. Puis moi, je vous lancerais peut-être avec juste un petit mot, c'est de dire,
on voit, puis il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont sûrement écouté la série sur Netflix, comme toi puis moi, Tiger King. Ouais. Mais le message au bout de toute cette histoire un peu abracadabrante aux États-Unis, des zoos qui font avec des tigres, c'est de dire la meilleure manière de protéger ces espèces-là, c'est de leur assurer un avenir en liberté. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis on est rendu là en Abitibi, puis on a une chance de le faire. Moi, je pense que si... Puis tous les animaux, là, moi, je veux dire, j'ai travaillé au refuge Pajot, ta belle-sœur, je pense qu'elle travaille là aussi. Ouais. On le voit quand on est là, on le voit à travers les yeux des enfants, des jeunes Abitiens puis des jeunes Abitiens. Les enfants des gens qui nous écoutent, s'il y a des enfants qui nous écoutent, on les tous des enfants aussi dans notre cœur. Ouais. Ben, la protection des animaux, on dirait que c'est une chose qui est vraiment importante pour tout le monde. Moi, je pense que si on était capable de montrer à nos enfants qu'on est en mesure d'assurer la survie d'une espèce aussi menacée que celle-là, on aurait de quoi d'être fiers. Ouais, c'est clair. Si on l'échappe, je pense que c'est très... ouais, c'est ça, mais à la limite, moi, je trouve ça un peu... à cette heure qu'on le sait, je trouve que mettons, cette espèce-là sont rendus à 7, puis à 7, mettons, individus dans leur population. Là, on a deux choix. Soit on les laisse crever, soit on fait de quoi. Puis, je veux dire, celle de la Sarre, si celle de si la population de Val-d'Or, de caribou est sur le bord de s'éteindre, celle de la Sarre est pas loin. Fait que là, si elle s'en va, l'autre, elle va partir éventuellement, si c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans peut-être, mais ça s'en va vers là. Fait, je trouve ça cruel de juste faire... Puis je suis pas, comme je disais tantôt, je suis pas un champion de l'environnement et tout ça, mais je trouve ça plate de juste dire on le sait, puis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça, on se ferme les yeux, puis on laisse aller. Mais à la limite, est-ce que ça se ferait de... Parce que là, je pense, j'ai suivi un petit peu cette histoire-là des derniers jours. Puis d'ailleurs, une des amies de ma copine travaille pour un peu ce projet-là en ce moment. Puis présentement, ils sont en enclos. Ouais. Je me disais, est-ce que ce serait une bonne idée de peut-être de prendre les individus de Val-d'Or, les amener dans la population de la Sarre, de caribou de la Sarre? Je me demandais si c'était une bonne idée d'un point de vue écologie et tout ça. Si celui-là de Val-d'Or, il en reste 7, c'est dur à réchapper, 7. Mais est-ce que ce serait possible de les déplacer? Puis c'est un peu ce que le gouvernement Couillard suggérait à l'époque, là, de les déplacer directement aux zoos de Saint-Félicien. Mais là, finalement, t'éteins complètement la population, puis fuck. Mais moi, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'on peut les prendre à Val-d'Or, les amener à la Sarre, puis s'occuper de la population de la Sarre, de caribou de la Sarre, mieux, en sachant que ça tend vers l'extinction éventuellement si on ne fait pas attention. Parce qu'à 7, c'est vrai que c'est dur de ramener ça à une grosse population. Fait que c'est ça, c'est une interrogation que je me demande. Tu lèves une belle piste, puis moi, j'ai pas la réponse. Puis encore une fois, j'ai étudié en biologie, mais c'était plus en biologie des bactéries et des virus. Là, fait que je me sens pas en mesure de répondre à toutes ces questions-là. Puis tantôt, c'était des experts dans le domaine qui suggéraient ce plan-là. Le plan de procéder à l'inverse, je ne l'ai pas jamais lu, fait que je pense pas que c'était quelque chose qui a été mis de l'avant. Mais chose certaine, de commencer à déplacer tout le temps des espèces comme ça, c'est d'une population à l'autre, c'est un scénario de catastrophe de dernier recours. C'est ça. Fait que ça serait pas plus cool d'un sens ou dans l'autre, dans le sens où ça fait juste montrer qu'on l'a échappé. C'est ça. Puis la leçon qui est à retenir de tout ça, c'est pas juste de dire pour la prochaine fois, c'est de dire que quand tu es un gouvernement et tu te dis que ça coûterait trop cher, ben c'est juste de reconnaître, dans le fond, que les mesures qui étaient mises de l'avant jusqu'à ce moment-là, l'argent était mal géré après pour éviter ça. Fait que là, comment on fait pour que l'industrie forestière, l'industrie minière, puis toutes les autres industries qui ont des impacts dans le fond du bois, là, sur des espèces menacées, on limite le plus possible les scénarios du genre. Fait, ça, c'est juste pour dire. Puis, je pense que ça fait un beau wrap-up avec le sujet qu'on a amené au début. C'est pas un scoop, là, c'est juste de dire que le site de Sayona Mining, il y a des espèces aussi là-bas
Ouais. qui sont... puis moi, j'ai lu la description de projet, là, la dernière étude environnementale également, et des espèces assez uniques aussi là, qui se retrouvent à la motte. Fait qu'on a encore une fois les mêmes genres de choix aussi déchirants à faire. Est-ce qu'on priorise l'industrie forestière? Est-ce qu'on priorise l'industrie minière versus des espèces menacées? Mais là, c'est une grande question. Tout le monde est libre d'y répondre en dedans de lui. Mais je pense juste que si on peut prendre conscience qu'on a des gros impacts sur l'environnement en tant qu'espèce animale, là, l'humain, il ne faut pas oublier les autres espèces qui nous entourent. Il ne faut pas oublier les personnes les plus démunies également. Mais moi, je pense que on pense beaucoup en ce moment aux personnes âgées qui sont menacées de leur survie dans les centres qu'on a créés pour leur bien-être, les CHSLD. Là, on se rend compte que même les humains vulnérables sont en danger critique par la manière qu'on aménage leur vie. C'est un peu le même cas pour toutes les espèces qui nous entourent. On est vraiment à une prise de conscience généralisée. Là, fait que c'est pas de mettre trop de pression sur le gouvernement pour les caribous plus que pour les autres personnes dans la crise qu'on traverse. Mais c'est juste pour dire que oui, en Abitibi, on est un peu comme en Afrique puis dans d'autres pays où des espèces qu'on pensait jamais qui seraient en voie de disparition disparaissent. Fait que c'est un exemple. Exact. Puis parfait. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour de la question par rapport au caribou. Mais j'avais une dernière petite affaire que je voulais jaser avec toi. Parce qu'on s'est envoyé des messages avant de faire le podcast. Puis j'avais sorti une chose qui était, entre autres, s'interroger un peu comment qu'on pourrait voir l'évolution de l'industrie minière puis tout ça en Abitibi par rapport à la conservation des habitats, etc. Puis je me demandais, toi, ta vision par rapport à ça, est-ce que, tu sais, mettons, moi, on est comme dans les deux extrêmes. Là. Moi, j'ai étudié à HEC en administration des affaires. Ça, c'est mon background. Le tien, ben, c'est beaucoup du droit. Puis là, ben, tu étais impliqué dans un petit peu de la foulée des événements de Sayona Mining et les caribous et tout ça. Fait que j'aimerais ça savoir, toi, ta vision par rapport à le futur de l'Abitibi en considérant le fait qu'il faut faire attention à notre environnement. Moi, de la façon dont je vois ça, c'est un petit peu le modèle coopératif sans nécessairement dire on arrête toutes les mines, mais s'assurer que oui, l'environnement est respecté, non seulement l'environnement, mais on a des jobs assez payantes. Là, moi, ce qui arrive présentement, c'est ce que je trouve dans l'écosystème économique de l'Abitibi, c'est que là, présentement, il y a trop de mines. Pourquoi? Il y a trop de mines. Pourquoi on ne serait pas capable de dire ben là, le plein emploi, il est là. Là, on cherche du monde. Les autres entreprises en payent le prix par rapport au fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mines. Il y a beaucoup d'argent. Puis, ces mines-là, là, ils ne partiront pas du jour au lendemain. Là. Y a-tu moyen de laisser ces ressources-là là, puis que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais dans l'Abitibi, on manque d'ouvrage, on fait « Ah, ça, c'est un projet, c'est un claim, c'est canné, on sait qu'il y a de l'argent à faire là. » Tu sais, moi, je me dis, il y aurait moyen, je pense, de baisser la production, genre, de façon... comment je pourrais expliquer ça? De façon, genre, pas explicite, mais de le faire exprès, de dire, cette mine-là, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'or là-bas, mais on le fait pas. On le fait pas jusqu'à temps qu'on en ait vraiment besoin. C'est notre backup. On sait que c'est là, toc, 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 puis pendant ce temps-là,
on protège nos arrières parce que si un jour il arrive quelque chose comme le COVID-19 ou le coronavirus, puis que là, on a besoin de job, puis que là, les infrastructures sont créées. Mais c'est ça. Fait que moi, de mon côté, j'ai pensé un peu à cette façon-là de voir l'avenir. J'aimerais savoir un peu ta façon à toi de voir le futur de l'Abitibi à travers l'exploitation minière forestière. Puis, c'est ça. Écoute, je suis vraiment pas loin de toi, hein, puis on partage pas mal essentiellement tout, sinon tout, ce que tu viens de dire. J'en viens au même constat avec un chemin de vie différent. C'est comme ça fait juste montrer que je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de nous aussi qui pensent ça. Là. À la base, on part d'un principe bien simple. L'or, comme tous les autres minéraux, c'est des matières qui ne sont pas renouvelables, on s'entend. C'est ça. Le bois, là, la forêt, on a longtemps pensé que c'était renouvelable parce que des arbres, ça pousse, mais on est arrivé à un constat, il y a 20 ans, que ça n'avait pas de bon sens à quel point on coupait plus que la forêt repoussait. On a frappé un mur, là, on est jeunes pour s'en rappeler, là, mais ça a été vraiment difficile pour beaucoup de gens en Abitibi, puis les gens s'en souviennent. L'Abitibi, ça fait des millénaires qu'il y a des gens qui habitent ici, mais l'occupation plus récente, là, si on peut dire, si on revient historiquement, des fois, ça apporte quelques lumières. Ça a été justement en temps de crise mondiale. C'était suite au crash boursier principalement en 1929, suite à la Première Guerre mondiale, que là, les gens dans les grandes villes n'avaient pas beaucoup de jobs. Fait qu'ils ont ouvert la dernière vague de colonisation du Québec, qui était l'Abitibi. On ne parle pas du Grand Nord, là, ça c'est plus récent dans les dernières décennies. Peut-être qu'un jour, on appellera ça une vague de colonisation, mais si tu veux, à l'échelle plus des dernières 100 ans, de tout le Québec, en fait, ça a été l'Abitibi qui a fait l'objet vraiment d'une ouverture du territoire, puis let's go, on y va. À la base, on voulait donner des jobs, mais il n'y en avait pas tellement de mines en Abitibi. Dans le coin d'Amos puis la Sarre, ça a été beaucoup plus des agriculteurs qui ont commencé à... On leur donnait des terres sous condition qu'ils puissent les entretenir. Fait autrement dit, c'est tu ne payes pas ta terre, mais il faut que tu t'arranges pour survivre avec ce que tu vas récolter. C'est ça. C'est un modèle qui était difficile il y a 100 ans parce que les gens partaient de rien, puis la terre n'était pas super, fertile à certains endroits, puis les gens n'avaient pas beaucoup de moyens. La game a changé depuis. Moi, je pense que de revenir à un modèle en Abitibi qui est plus ancré sur l'agriculture, écoute, on a des champs, on le sait, là, puis il y a beaucoup de champs en friche, là, ça veut dire des terrains qui sont fertiles, mais qui ne sont pas entretenus. Je pense que l'avenir est là. Je pense que si on se tourne vers plus, on délocalise les emplois d'un domaine qui est non renouvelable vers de quoi qui va nous alimenter, bien, en temps de pandémie, on ne sera plus dépendant d'une grande multinationale qui va décider si oui ou non on rentre ou du prix des métaux sur les marchés boursiers, parce qu'on va se dire que ça va crasher à plusieurs endroits les prochaines années au niveau de la bourse. Encore une fois, on ne sera plus dépendant de ça, en tout cas moins, puis on va pouvoir fournir à notre population plus de bouffe. Moi, je pense que l'Abitibi a tout ce qu'elle a. Les gens se connaissent. Il n'y a pas beaucoup de bouches à nourrir non plus. Là. On est quand même chanceux chez nous comparativement à d'autres places dans le monde. Il y a des terres en masse. Pourquoi on ne se tourne pas vers l'agriculture? C'est une question que moi, je veux dire, il y en a des terres qui ont déjà été, qui l'ont prouvé qu'ils sont. Il n'y a juste plus de fermiers. Mais on peut redevenir fermier. Il n'y a rien qui nous empêche à ça. On a vu là, dans les supermarchés, le monde se sont pitchés sur le rouleau de papier de toilette. Le monde, il trouvait ça drôle. Mais après ça, il y a eu certaines places au Québec dernièrement qui ont manqué de semences, où tu peux acheter des semences comme des carottes, la laitue, puis autre chose. Mais moi, je trouve ça beau parce que les gens se rendent compte que, regarde, tant qu'à aller acheter quoi qui va monter en prix, je suis capable de le faire dans ma cour. Pourquoi pas? Je pense qu'on a été, de notre vivant, toi et moi, les autres de notre âge, mais même la génération avant nous, nos parents, on a été habitués bien jeunes à avoir tout en achetant. Fait, si pour acheter, il faut que tu travailles, puis souvent nos jobs, ils nous éloignaient du territoire, là, de la terre. Si on fait un retour vers la terre, je pense qu'on va être en mesure de mieux amortir le choc à la prochaine pandémie. Il va y avoir moins de monde sur le chômage.
Ouais. Puis, pandémie ou autres événements catastrophiques comme les changements climatiques, on s'entend. C'est ça. Ou une guerre mondiale, n'importe quoi. Whatever, un crash boursier là, qui sort de nulle part. C'est ça. Il y a, first, il va y avoir moins de monde qui vont perdre leur job, puis moins de bouches à nourrir. Puis deuxièmement, il va y avoir plus de monde qui vont nourrir plus de bouches. Fait que je veux dire, je vois pas pourquoi que ça marcherait pas. Ça, à mon sens, c'est la direction que l'Abitibi devrait prendre. C'est un modèle qu'on peut s'inspirer du Témiscamingue. Au Témiscamingue, ils sont autant qu'à Amos, tout ce secteur-là de la région. Ouais. Ils sont vraiment bien implantés en matière agricole. On s'entend, ils n'ont pas les mêmes conditions climatiques que nous, mais même qu'on n'est quand même pas si loin, je pense qu'il y a une fierté qu'on peut déplacer. L'Abitibi, si tu veux, a beaucoup surfé sur le bois pendant les belles années de la foresterie. C'est ça. Quand ça a crashé, on a déplacé le monde vers les mines. Là, je pense que c'est peut-être le temps qu'on déplace ça, qu'on retourne à l'agriculture. Moi, c'est quelque chose que je pense qui fait plein de sens. Puis, il fait du bien aussi. Moi, j'ai toujours un jardin quand on était jeune chez nous. C'est important là, de savoir comment entretenir des plantes. Puis, c'est ça. Ça a l'air de rien. Ça a l'air de rien, mais reste que... ça a l'air de rien, mais moi, j'ai... je m'en allais faire une joke, là, mais je pense que je vais me taire. Mais il n'y a pas beaucoup d'affaires que j'ai essayé de faire pousser dans ma vie. Puis, je te dirais que la seule affaire que j'ai réussi à faire pousser, c'est du gazon dehors. Là. Puis, mettons, c'est juste parce qu'il y avait du gazon, je le coupais, puis c'était ça. Mais c'est ça. Je crois sérieusement que l'idée n'est pas méchante de se retourner un peu vers l'agriculture. Après ça, il y a un autre aspect que j'ai peut-être pas traité, puis ça serait peut-être que les gens vont écouter ça et vont dire, ben oui, mais là, on va tout être pauvre, puis ça n'a pas de rapport. Oui, mais c'était un peu vers là que je m'en allais. J'ai dit, c'est bien beau, l'agriculture, mais... c'est pas donné à tout le monde, ça coûte cher aussi ouvrir une ferme, puis il y a plein d'affaires de même que j'ai pas répondu, puis ça a peut-être un peu de l'air farfelu ce que je disais, mais je vais juste compléter en disant que je pense que oui, c'est important de garder une présence minière en Abitibi. C'est important parce qu'on aura besoin de certains métaux encore pour l'avenir. Mais quand on regarde le modèle actuel dominant, puis là, il ne faut pas se faire de cachette, il faut arrêter de faire comme si ce modèle-là était équitable. Là. Oui, les mineurs font de l'argent. Si on regarde juste les mineurs qu'on connaît, ils font de l'argent en crise. Ils travaillent fort, par exemple. Ça, je ne dirais jamais le contraire. Je ne ferais jamais ce job-là juste parce que c'est éprouvant physiquement. Ouais. Je ne dis pas ça. Mais la grosse pièce, elle ne se fait pas en Abitibi. On va arrêter de s'opposer, on va arrêter de faire comme si on ne savait pas. Là. La grosse pièce, ça se fait dans des paradis fiscaux. Là. Puis c'est des multinationales, des multimilliardaires à cravate, des bandits qui font cet argent-là en évitant nos structures fiscales. Là. C'est pas des farces, qu'est-ce qu'on raconte. Pas en train de dire que les travailleurs, nos chums, c'est des bandits, mais leur boss, c'est des bandits. Là. Puis, moi, je pense que tant qu'on tolère un modèle comme ça, qui est profondément inégalitaire, puis criminel, puis genre, au-delà de ça, qui met des vies en danger, je pense qu'on met aucune base sociale pour avoir accès à l'argent pour nous permettre d'avoir des CHSLD qui ont du bon sens, d'avoir des écoles qui ont du bon sens, d'avoir des fermes qui ont du bon sens, de nous inciter, nous autres, à aller travailler comme des fermiers. L'argent, elle existe. Une once d'or en ce moment, là, ça vaut 2800 $ canadiens, ça vaut 1700 $ américains. Il y en a de l'or dans la crise en Abitibi. Oui, c'est ça. Si on gardait il y avait des mines qui viraient à l'époque. Là. Il y avait des mines qui viraient à l'époque, au tournant des années 2000, autour de 200 à 250 $ américains l'once. Entre 200 et 250, puis il y avait des mines en Abitibi. Là. Le monde travaillait pareil. Là. Le géant dormant sur le chemin de Matagami, ça virait pareil. Il y a une mine présentement à Évin qui est, mettons juste, si tu veux, au sud de Rouen. Ils ont une mine à Évin, mais plutôt que de bâtir les infrastructures et tout ça à Évin, ils ont acheté la mine en faillite géant dormant. Ils l'ont acheté pour une poignée de change. Puis,
pour te dire à quel point, tu sais, mettons, ils font la pierre, je ne sais pas si c'est une mine d'or ou whatever, mais je sais que Géant-Dormant, c'est une mine d'or. Puis, ils prennent le matériel de et 20, ils mettent ça dans des camions, ils charrient la moque jusque sur le chemin de Matagami. Là, Géant-Dormant, là, c'est 50, c'est au 52e mille à partir d'Amos. Puis ils charrient toute la moque à tous les jours pour aller faire traiter leurs minerais là-bas parce que toutes les machines puis tout sont toutes là. Fait que tu sais, pour être capable de faire ça, il y en a de l'argent. T'sais, oui, ça coûte cher bâtir une mine, oui, ça coûte cher à runner, mais au prix où l'or est présentement, ça n'a aucun bon sens. Oui, les salaires sont bons. Oui, on est bien traité. Tout ça. Oui, ils redonnent un peu à la communauté, mais as-tu moyen de faire mieux puis ou de le faire de mieux ou de façon plus responsable? Puis c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Ali. Puis juste compléter là-dessus, c'est de dire il y a de quoi que tu ne peux pas enlever à une région, c'est sa fierté. Nous, l'Abitibi a la fierté assez bâtie à travers une couple de générations. Puis ça a toujours été du monde qui ont travaillé fort. On ne se montre pas de cachette. Là. Le fait que moi, je puisse être Abitibi et être à l'université en ce moment, là, depuis plusieurs années, je le dois à plein de gens qui ont travaillé fort puis qui n'ont pas eu accès à l'éducation supérieure. Puis j'en suis pleinement redevable. Puis je suis vraiment content. Puis je les remercie de ça. C'est pas juste mes parents, mais c'est tout le monde autour de nous là, qui travaille fort pour que l'Abitibi puisse continuer à être scalée. Mais tant qu'on va rester on va se complaire à notre statut de simple région ressources, puis qu'on ne se diversifiera pas, puis qu'on va se confiner dans ce rôle-là là, de pourvoyeur de ressources naturelles, moi, c'est bien malheureux, mais on va toujours être à la merci des crises mondiales, puis on ne va jamais être en mesure d'assurer une protection alimentaire pour notre population. On va toujours être dépendant des multinationales. Puis une autre affaire aussi, c'est que je pense que là, si les gens veulent rester dans l'industrie minière, il y en a des jobs. Je vous en crée des jobs, là. Checkez bien ça. Il y a 2 milliards de dollars qu'il va falloir que l'État investisse pour restaurer, pour décontaminer les sites abandonnés, les sites miniers abandonnés. Il y en a une tralée de ça qui c'est chez nous en Abitibi, des belles jobs payants dans le domaine minier. Je viens de t'en créer des dizaines de milliers. Si les gens qu'on connaît, nos chums, on leur offrait le choix de travailler dans l'industrie minière pour restaurer au lieu d'exploiter au même salaire, je suis pas mal sûr que les gens choisiraient de réparer la planète plutôt que la dynamiter. Moi, c'est juste mon two cents, là. Puis je pense que ce guest-là, avec ce qu'on a parlé avec les caribous, avec les espèces menacées, mais plus largement la crise climatique, il faut donner le choix aux travailleurs de dire, tu veux-tu exploiter la planète ou tu te fais la protéger? En ce moment, là, d'envoyer des gars de notre âge, là, sortir du secondaire, faire des 120 000 $ par année, ou je sais pas, ça peut même aller plus que ça. Puis de ne pas leur donner le choix de protéger ou d'exploiter, puis d'exploiter pas juste pour exploiter, là, exploiter des minéraux qui servent à rien. L'or, ça sert à quoi? Ça s'en va dans des produits de luxe ou dans des banques pour 72% et plus de ce qui sort de chez nous, là. À quoi que ça sert, ça, dans la crise du COVID-19 en ce moment? Ça sert à rien. Ça sert juste à des intérêts financiers au bout du compte. Oui, ça sert à payer du monde chez nous, puis à créer, à assurer à ce que l'argent roule en Abitibi. Comprendre ce game-là. Mais on peut-tu donner le choix aux travailleurs de protéger ou d'exploiter? En ce moment, on ne le donne pas vraiment. Moi, je pense que le choix va au-delà de ça aussi, c'est de permettre avec l'argent qu'on reçoit de diversifier notre économie et de nous donner l'occasion aux gens d'aller dans l'industrie alimentaire. C'est clair. C'est clair. Fait que, mais bon, tu sais, je lance pas de pierre à personne parce que l'Abitibi, ça a toujours été une région qui a été un peu délaissée là, par les gouvernements. Mais là, on est jeunes, c'est le temps de prendre des décisions. Je pense qu'avec ce qu'on vient de dire, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont d'accord avec ça, je pense qu'on est capable de faire une différence. À un moment donné, il faut se lever de bout et il faut exiger mieux. C'est ça. Je pense qu'on va l'avoir. Rodrigue Turgeon, un plaisir d'avoir passé, je sais pas là, peut-être 2 heures et demie avec toi. Toujours un plaisir de te parler.
Puis, je te souhaite la meilleure des continuités là, à travers ton parcours scolaire là, qui s'achève, j'imagine? Oui, certain, dans moins de 2 mois. Yes. Fait que je te souhaite la meilleure des chances à travers ce parcours-là qui s'achève. Sinon, on va espérer aussi là, que justement là, que la saga de Sayona Mining finisse un peu par une éternité prospère pour l'Abitibi sans sacrifier les écosystèmes et l'esquerre d'Amos et de Saint-Mathieu-Berry. Autre que ça, Rodrigue, toujours un plaisir de te parler. Puis je pense qu'on finit ça direct de même, mon gars. Fait que je termine l'enregistrement à l'instant même. Fait que salut mon chum. Salut, bye.